Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville depuis laquelle vous regardez. Je vous aime tellement. Je l'ai entendue de mes propres oreilles. Pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie? Le rire qui a suivi n'était pas fort, juste assez tranchant pour briser quelque chose de profond en moi. Je me tenais derrière le portail en bois, tenant un plat en verre de clafoutis aux pêches, encore tiède de mon four. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Je ne suis pas partie. J'ai traversé ce jardin comme si je n'avais rien entendu. Passant les guirlandes lumineuses, passant les tables de pique-nique, passant les visages qui ne se sont pas tournés vers moi. Certains d'entre eux étaient de mon sang. D'autres étaient des inconnus, mais aucun d'eux n'a souri. Quelqu'un s'est raclé la gorge. « Oh, Hélène, on ne savait pas que tu venais !» C'était Rebecca, la femme de mon fils. La même voix de derrière la clôture. Les mots qui m'avaient transpercé comme du verre. « J'ai apporté un clafoutis ?» ai-je dit en tendant le plat. Personne ne s'est proposé pour le prendre. J'ai trouvé une place au bout de la table. La chaise pliante a grincé sous mon poids. Mon dos me faisait mal, mais je me suis tenue droite. L'air sentait la viande grillée et les bougies à la citronnelle. De la musique jouait depuis l'enceinte de quelqu'un. Quelque chose de trop fort et trop rapide pour quiconque de plus de 40 ans. Il riait, mangeait, buvait. Je regardais. Mathieu, mon fils, apportait un toast à un moment donné. « À la famille », a-t-il dit en levant sa bière. Et quand les verres se sont entrechoqués, personne n'a regardé dans ma direction. Les enfants, mes petits-enfants, sont passés devant moi 3 fois en courant. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a dit bonjour, mamie. Je me suis demandé s'ils me reconnaissaient même sans mon tablier ou mes sacs de course. J'avais l'habitude de leur apporter des bonbons gélifiés dans des petits sachets, ces petites friandises qui faisaient briller leurs yeux. Lila, ma petite fille de 15 ans, m'a jeté un coup d'œil une fois. Ses yeux se sont détournés quand j'ai souri. Théo, seulement 10 ans, n'a pas regardé du tout. Il était collé à sa tablette, les écouteurs fermement en place. Rebecca s'est finalement approchée. Elle s'est penchée avec ce sourire pincé qu'elle porte quand les appareils photos sont autour. « Tu veux une assiette ?» a-t-elle demandé, sa voix douce comme du miel, mais ses yeux froids. J'ai levé les yeux vers elle. « Je vais bien. » Elle a hoché la tête trop vite et s'est éloignée avant que je puisse en dire plus. Je suis restée jusqu'à la fin. J'ai aidé à empiler les assiettes. J'ai plié les serviettes. J'ai essuyé la table collante avec une serviette en papier humide pendant que les autres commençaient à rentrer à l'intérieur. Puis j'ai pris mon plat en verre vide, encore chaud du soleil de l'après-midi, et je suis partie, pas dans la colère, pas dans la tristesse, mais avec une décision qui se formait tranquillement dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai fait du café dans ma plus petite cafetière, juste une tasse. Je me suis assise à la table près de la fenêtre, la même table où Mathieu faisait ses devoirs autrefois. Les jambes trop longues pour la chaise à l'époque où il avait besoin de moi. Maintenant, il me tolérait à peine. Je n'ai parlé à personne ce dimanche-là. Le plat à clafoutis était propre, sec et rangé. J'ai quitté la maison une fois pour récupérer le courrier, mais je n'ai pas ouvert les enveloppes. Je n'étais pas prête à voir son nom sur la facture d'électricité à nouveau. Cette maison, leur maison, était la mienne autrefois. L'apport initial en tout cas, 40 000 € de mon compte retraite, à l'époque où je croyais aux secondes chances et aux investissements familiaux. Juste pour vous aider à démarrer, avais-je dit. Sans condition, apparemment. Sans place à table non plus. Les documents étaient toujours dans mon classeur. Je n'avais jamais eu besoin de les regarder avant, mais maintenant je voulais voir, pas les chiffres. Je connaissais les chiffres, mais les noms. À qui appartenait quoi? Qui possédait vraiment ce que j'avais donné? J'ai sorti le dossier intitulé « Maison de Mathieu ». À l'intérieur, j'ai trouvé le compromis de vente, l'acte notarié, la lettre signée que j'avais écrite, faisant don de l'argent sans attente de remboursement. Parce que tu es mon fils, j'avais écrit cela. Ça m'a fait mal de lire cette ligne, plus que je ne l'aurais cru. Ce soir-là, j'ai appelé une femme nommée Eliane. Ce n'est pas une amie. Pas exactement, mais elle est perspicace. Elle travaillait dans le notariat autrefois. Nous nous sommes rencontrés au bridge il y a des années et sommes restés en contact occasionnel. Je lui ai dit que j'avais des questions sur la propriété, les donations et les documents de succession. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit « Viens demain. Apporte tout. » J'ai bien dormi cette nuit-là. Pas de somnifère, pas de déambulation, pas de paix exactement, mais une sorte d'alignement,
comme si mon esprit et mon cœur s'étaient finalement mis d'accord sur quelque chose d'important. Le matin, je me suis habillée avec soin. Un pantalon repassé, de vraies chaussures, le bon manteau, même s'il faisait trop chaud pour ça. Quand tu es sur le point de changer la forme de ta vie, tu portes quelque chose avec des boutons. La maison d'Eliane sentait le nettoyant au citron et le thé à la menthe. Elle a regardé le dossier, parcouru les documents et émis un petit grognement. Pas d'attente écrite, pas de titre partagé. C'est à eux maintenant. Tu leur as fait don. Je sais, ai-je dit. Mais ça ne veut pas dire que tu es impuissante, a-t-elle continué en me regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Dis-moi ce qui s'est passé, Hélène. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des mots de Rebecca derrière la clôture, du silence de Mathieu à la table du dîner, des petits-enfants qui passèrent devant moi en courant comme si j'étais une étrangère, des fêtes de Noël où j'étais assise derrière les centres de table pour ne pas gâcher l'esthétique, des appels manqués et des plans annulés, et de la façon dont il parlait autour de moi au lieu de me parler. Je lui ai parlé de l'apport de 40 000 €, des 3 mois que j'ai passés à m'occuper de Mathieu après son opération il y a 5 ans, des innombrables gratins et soirées de babysitting et des courses d'urgence à l'école, quand Mathieu et Rebecca étaient tous les deux trop occupés. Et je lui ai parlé d'Henri, mon défunt mari, qui n'aurait jamais permis tout cela. Eliane a écouté sans interrompre. Quand j'ai terminé, elle s'est adossée à sa chaise. « Tu as été leur filet de sécurité pendant des années, » a-t-elle dit. Et ils ont pris ça pour acquis. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « Tu ne peux pas récupérer la maison, » a-t-elle dit. « Mais tu peux t'assurer qu'ils n'obtiennent rien d'autre. » Elle m'a dit ce qui pouvait encore être fait concernant les comptes, les testaments, les procurations, ce qui pouvait être protégé, ce qui pouvait être changé. Elle a tout écrit dans une liste bien ordonnée. « Tu ne les effaces pas, » a-t-elle dit. « Tu établis des limites. » J'ai plié la liste en 2 et l'ai mise dans mon sac à main. Ce soir-là, je me suis rassise à la table de la cuisine. Pas de musique, pas de télévision, juste le silence que j'avais l'habitude de détester, mais que j'accueillais maintenant. J'ai pris une feuille de papier vierge et j'ai écrit un nom en haut, Mathieu. Puis j'ai tracé une seule ligne à travers, pas pour l'effacer, mais pour marquer un commencement. Le lendemain, un mercredi chaud d'avril, j'ai fait une tarte que je n'avais pas l'intention de partager. Aux myrtilles avec un peu de zeste de citron. J'ai utilisé la bonne recette de pâte, celle que je réservais habituellement pour les anniversaires et les réveillons. Cette fois, c'était juste pour moi. Pas de raison, pas d'occasion, juste parce que je le pouvais encore. Je me suis assise sur la terrasse pendant qu'elle refroidissait, mes genoux couverts du vieux plaid qu'Henri m'avait donné avant de mourir. La rue était calme, quelques enfants à vélo, quelqu'un qui tondait une pelouse 2 maisons plus loin. C'était le genre d'après-midi où rien de grand ne se passe, à moins de regarder attentivement. Vers 16 heures, une voiture que je reconnaissais s'est garée dans l'allée d'en face. La sœur de Rebecca, Michel, sortant avec un cabas plein de courses et une bouteille de vin. Elle a frappé une fois et est entrée sans attendre, à l'aise, certaine de sa place. Je n'avais pas été invitée dans cette maison depuis près de 4 mois. Pas depuis l'anniversaire de Théo. Même alors, il m'avait assise près de la poubelle. « Pour que tu ne sois pas trop près de la musique, maman », avait dit Mathieu comme si c'était attentionné. Théo n'avait pas ouvert mon cadeau avant que je sois partie. Un train en bois sculpté à la main par un artisan que j'avais découvert dans une foire locale. J'avais écrit un petit mot à l'intérieur de la boîte avec tout l'amour qu'une mamie peut faire tenir sur une page. Il ne l'avait jamais mentionné. Je les avais vus 2 fois depuis. Une fois au supermarché, Mathieu pressé. Rebecca faisant semblant de ne pas me remarquer au rayon fruits et légumes. Une autre fois à la bibliothèque où Lila était passée juste devant moi. Pas de sourire, juste un regard comme si j'étais une remplaçante ou une voisine qu'elle ne pouvait pas tout à fait situer. Et pourtant, j'avais gardé un tiroir dans mon couloir avec des autocollants, de petits carnets, de petits trésors pour les enfants au cas où. Pendant des années, je l'avais rempli fidèlement. Ce jour-là, je l'ai vidé. Chaque dernière chose est allée dans un sac en papier. Je l'ai mis sur le trottoir avec les autres recyclables. J'ai regardé le sac rester là pendant des heures, intact, tout comme moi. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Mathieu. « Coucou, Rebecca dit qu'elle a peut-être blessé tes sentiments dimanche. Elle ne pensait pas à mal. Elle était juste fatiguée. Tu sais comment sont les réunions de famille. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé.
Pas répondu. Supprimé. Je n'archiverai plus ces explications comme des pièces de musée. Je l'avais fait trop longtemps. Stocker les excuses comme des souvenirs. Les avait enveloppées dans le doux rembourrage de « il ne voulait pas dire ça » ou « elle est juste stressée ». Plus maintenant. À 19h, quelqu'un a frappé. Pendant une seconde, j'ai pensé peut-être, mais c'était Denise d'à côté qui apportait un récipient de soupe aux lentilles et demandait si j'avais vu son chat. Je ne l'avais pas vu, mais je l'ai invitée à entrer. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine et avons partagé la tarte. Elle n'a pas demandé des nouvelles de Mathieu. N'a pas demandé pourquoi mes yeux semblaient plus lourds que d'habitude. Elle a juste dit que la tarte était si bonne qu'elle en avait des frissons. Nous avons ri. J'avais besoin de ce rire plus que je ne le réalisais. Plus tard, après son départ, j'ai pris une photo sur l'étagère dans le couloir. Moi et Mathieu, 1987, il avait 8 ans. Il lui manquait une dent de devant, souriant comme si j'étais le monde entier. J'ai regardé ce garçon et j'ai murmuré « Tu me manques ». Pas l'homme, le garçon. J'ai retourné la photo face contre la table. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti l'enveloppe marquée juridique. Dedans, mon testament, mes directives médicales, la procuration que Mathieu avait signée il y a 3 ans quand j'avais fait ma chute, celle dont il ne s'était jamais plus préoccupé, dont il n'avait jamais demandé des nouvelles. J'ai tenu ce document sur mes genoux pendant longtemps. Demain, je retournerai voir Eliane. Mais cette nuit-là, je suis restée assise dans le noir et j'ai dit au revoir à une version de ma famille qui n'existait que dans ma mémoire. Le bureau d'Eliane était calme le lendemain matin. Un calme doux, le genre qui vous enveloppe comme une écharpe épaisse. Son bureau était bordé de dossiers soigneusement empilés, une tasse qui disait « Je lis des contrats pour m'amuser » et un bocal en verre de bonbons à la menthe que personne ne semblait jamais toucher. « Je veux commencer par la procuration », ai-je dit en plaçant le document devant elle. « La révoquer aujourd'hui. » Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Tu es sûre, Hélène ? C'est un grand changement. » « J'en suis sûre. » Elle n'a pas demandé pourquoi, a juste hoché la tête et fait glisser le papier vers son côté du bureau. « Nous déposerons la révocation aujourd'hui. Je vais la faire légaliser. Tu devras signer quelques documents, mais je vais te faciliter les choses. » Je me suis adossée pendant qu'elle imprimait les formulaires. Mon cœur ne s'emballait pas. Je ne tremblais pas. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la réparation. « Je veux aussi modifier le testament, » ai-je dit. Retirer Mathieu comme exécuteur testamentaire. Le retirer complètement. Ça lui a donné une pause. « Tu veux le déshériter entièrement ?» J'ai hoché la tête. « Il a une maison, un travail, une famille. Il n'a pas besoin de ce que j'ai économisé. Il a déjà clairement montré ce qu'il valorise. » Elle n'a pas discuté. Elle a juste ouvert un nouveau document et a commencé à taper. « Qui devrait prendre sa place ? Je ne suis pas encore sûre, » ai-je admis. « Mais je trouverai quelqu'un. Un professionnel peut-être. Quelqu'un qui ne me regarde pas à travers comme si j'étais un détail à régler. » Elle a pris note. « Et la maison ? La maison ne va à personne dans la famille. » J'ai dit « Vendez-la. » Le produit devrait aller à une cause qui compte. Des idées ? J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti une brochure usée. Le foyer d'accueil pour femmes de la Vallée Verte, avenue des Érables. J'y ai séjourné une fois, il y a longtemps, avant que Mathieu ne soit né. Elle n'a rien dit pendant un moment. Elle a juste cliqué sur quelques cases sur son écran. « Tu es très claire à ce sujet », a-t-elle finalement dit. J'ai été confuse assez longtemps. Quand les documents étaient même prêts, j'ai tout signé avec des traits soigneux et délibérés. Elle les a légalisés, les a agrafés proprement et m'a remis une copie de chacun. Alors que je me levais pour partir, elle m'a accompagnée à la porte. « Si tu changes d'avis, quoi que ce soit, appelle-moi. » Je ne changerai pas d'avis. L'air dehors semblait plus vif qu'avant. Le soleil était là, mais ça n'avait pas d'importance. « Certains jours, tu portes ton propre temps. » J'ai resserré mon manteau et j'ai marché lentement jusqu'à ma voiture. À la maison, le téléphone clignotait. Un message. « Salut maman. J'ai eu ton message vocal à propos de trucs juridiques. Je ne sais pas ce qui se passe. Rebecca a dit que tu agissais bizarrement le week-end dernier. Bon, rappelle-moi d'accord. » Je l'ai supprimé. Puis j'ai bloqué le numéro. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. L'homme était jeune, poli. Il a remplacé les serrures des portes avant et arrière sans poser de questions. Quand il m'a remis les nouvelles clés, j'en ai fait 4 copies. Une est restée dans mon sac à main, une dans un coffret ignifuge, une chez Denise à côté,
une pour mon coffre-fort à la banque. J'ai mieux dormi cette nuit-là. Pas de rêve, juste du repos. Le samedi matin est arrivé avec l'odeur de la pluie. Pas le genre dramatique, juste cette humidité métallique douce qui s'installe dans les bords des choses. J'ai enfilé mes bottes et je suis sortie quand même. Le jardin n'avait pas été touché depuis des semaines et les soucis penchaient comme des épaules fatiguées. Je les ai taillés lentement, méthodiquement. Les cisailles dans ma main avaient un goût de contrôle. À midi, je suis allée au Crédit Mutuel. L'agence était plus calme que dans mon souvenir. Pas de longues files d'attente, juste le bourdonnement bas des imprimantes et le bavardage poli des voix du service client. J'ai demandé à voir un responsable. Une femme nommée Trina est sortie, vive mais gentille, et m'a conduite à son bureau vitré. « J'aimerais vérifier tous les utilisateurs autorisés sur mes comptes, » ai-je dit. Elle a affiché l'écran. « Vous avez un co-titulaire et un porteur de carte autorisée répertorié. Mathieu J. Lemaire. C'est votre fils. » Elle a hésité. « Souhaitez-vous le retirer ?» J'aimerais l'effacer. Ses doigts se sont immobilisés au-dessus du clavier. Complètement. Oui. Retirer l'accès, annuler la carte, réémettez tout à mon nom uniquement. Et j'aimerais définir de nouvelles questions de sécurité, changer l'identifiant en ligne et verrouiller le compte jusqu'à ce que je vienne personnellement. Elle a hoché la tête et a commencé à taper. Pendant qu'elle travaillait, je fixais la plante sur son bureau, un pothos, ses feuilles brillantes et en forme de cœur, traînant doucement vers le sol. J'en avais un exactement pareil dans la chambre de Mathieu bébé. Il avait essayé de manger la terre une fois. J'avais ri si fort que j'avais failli lâcher le sac à langer. Trina a imprimé les modifications et m'a fait glisser les papiers. Si vous souhaitez configurer des alertes ou créer une fiducie, nous pouvons vous aider. Pas encore, ai-je dit. Je suis encore en train de construire la prochaine version de ma vie. Elle a souri comme si elle comprenait plus qu'elle ne disait. Quand j'ai quitté la banque, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais propre. À la maison, je suis allée au placard du couloir, celui avec les boîtes de photos, les nappes de fête et la courte pointe que je n'ai jamais terminée. J'ai sorti le coffret ignifuge et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient mes documents les plus importants. L'acte de propriété de la maison, les certificats de naissance, les polices d'assurance. J'ai retiré le certificat de naissance de Mathieu, pas pour le détruire, juste pour le séparer. Je l'ai placé dans un dossier marqué « Histoire » et je l'ai rangé dans un tiroir loin de tout le reste. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon carnet d'adresses. Il avait encore des onglets des années 90, de petits séparateurs en plastique qui avaient jauni avec le temps. J'ai feuilleté jusqu'à elle et j'ai fixé les noms. Mathieu et Rebecca Lemaire, Lila et Théo. J'ai sorti un stylo et j'ai tracé une seule ligne à travers chacun. Puis j'ai feuilleté jusqu'à M et j'ai écrit un nouveau nom. Eliane Moreau, notaire, succession et fiducie. J'ai dormi avec les fenêtres ouvertes cette nuit-là. La pluie faisait une douce percussion sur le toit. Pas de cauchemar, juste un savoir calme et régulier. Dimanche, Denise est revenue, cette fois avec des muffins à la banane. Nous nous sommes assises dans la cuisine et avons parlé du chat errant qui avait élu domicile sous sa terrasse. Nous l'avons appelé Gaston sans bonne raison. Elle est restée jusqu'à juste après le déjeuner. Après son départ, j'ai pris le journal du dimanche et je l'ai lu de la première à la dernière page. J'ai souligné une annonce pour un petit appartement dans une résidence calme à la périphérie de la ville. 2 pièces, rez-de-chaussée, machine à laver et sèche-linge inclus. Juste assez. Je l'ai découpée et l'ai mise sur le réfrigérateur. Pas pour maintenant, mais pour bientôt. Je ne fuyais pas. Je me préparais. Parce que la prochaine fois que quelqu'un demanderait pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie, je voulais que la réponse soit claire, pour reprendre tout ce que j'avais donné trop facilement. Le lundi, j'ai appelé le notaire spécialisé en immobilier qu'Eliane m'avait recommandé, un homme nommé Charles Lemaire. Sa voix était posée, basse, le genre en qui on a confiance avant même de voir les yeux qui l'accompagnent. Je lui ai dit que je voulais parler de changement de titre et de transfert de propriété. Il m'a donné un rendez-vous pour jeudi. En attendant, j'ai rassemblé tout. L'acte de propriété, les relevés de taxes foncières, les factures de réparation que j'avais gardées pendant 20 ans, nouvelle toiture, nouvelle plomberie, la chaudière que Mathieu avait dit ne pas valoir l'investissement, mais que j'avais payé quand même. Chaque reçu était un fil dans l'histoire qu'il voulait oublier.
J'ai fait des copies nettes. J'ai étiqueté des dossiers. Quand j'ai terminé, ma table de salle à manger ressemblait au quartier général d'une femme que personne n'avait attendu voir résister. Cette nuit-là, le téléphone a encore sonné. Numéro bloqué. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Un moment plus tard, le répondeur s'est déclenché. Hélène, c'est Rebecca. Écoute, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Mathieu a essayé d'appeler. Lila te demande. On est tous inquiets. S'il te plaît, rappelle-nous. J'ai éteint le répondeur. Le mensonge est resté dans l'air comme un vieux parfum. Lila ne m'avait pas dit un mot depuis des semaines, même pas pour mon anniversaire, qui était passé avec rien d'autre qu'une notification Facebook de Rebecca qui disait « J'espère que tu passes une bonne journée » sous une photo de leur chien. C'était le même anniversaire où je m'étais assise seule dans ma cuisine et m'étais fait un seul cupcake juste pour marquer le jour. Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient déstabilisés. Et il y a une différence. Le jeudi, j'ai mis mon cardigan bleu marine, celui avec les boutons en nacre qui brillaient encore quand je les tenais à la lumière. Je suis arrivée au bureau de Charles Lemaire 20 minutes en avance. Sa réceptionniste m'a offert du café. J'ai décliné. Mes mains n'avaient pas besoin de caféine ce jour-là. Charles était gentil d'une manière calme et intelligente. Le genre d'homme qui écoute plus qu'il ne parle. Je l'ai apprécié immédiatement. Je veux que la maison soit dans une fiducie, ai-je dit une fois que nous étions assis. Personne dans ma famille n'y a accès, ni maintenant, ni plus tard. Il a hoché la tête. Une fiducie vivante et simple. Tu seras la fiduciaire et la bénéficiaire pour l'instant. Quand tu décéderas, elle peut aller où tu veux. Je veux qu'elle soit vendue, tout liquidé. Le produit va au foyer d'accueil pour femmes de la Vallée Verte intégralement. Il a haussé un sourcil. Pas d'héritage familial? Non. Il n'a pas insisté, a juste noté. Je veux aussi retirer Mathieu de tous les documents où il pourrait être listé comme bénéficiaire. Compte bancaire, assurance, procuration médicale, tout. Je vais préparer les documents, a-t-il dit. Nous pouvons les faire légaliser ici. Tu devras aussi mettre à jour ton testament pour refléter ces changements. J'ai déjà commencé ça avec ma notaire. Il a souri, un petit pli au coin de sa bouche. Alors, nous rendons juste tout officiel. Nous avons travaillé pendant près de 2 heures, révisant les clauses, signant des formulaires, assignant des contingences. Il a tout expliqué avec patience et précision. Quand nous avons terminé, il m'a remis un classeur fin. « C'est ton dossier de fiducie », a-t-il dit. « Garde-le en sécurité. Tout le reste, nous le déposerons cette semaine. » Je l'ai remercié et j'ai quitté le bureau avec un étrange sentiment de solidité, comme si ma colonne vertébrale avait retrouvé un vrai poids. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la boulangerie de la rue principale. Je n'y étais pas allée depuis des années. La fille derrière le comptoir était nouvelle. Elle m'a appelée madame et m'a donné un biscuit gratuit pour être si aimable. J'ai acheté une tarte au citron et je l'ai mangée dans la voiture, la lumière du soleil chaude sur mes genoux à travers le pare-brise. À la maison, je me suis assise dans le calme et j'ai relu les documents de la fiducie. Mon nom, ma signature, mes conditions. Pas de faille, pas de point faible. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui attend d'être choisi. Je m'étais choisie moi-même. Plus tard ce soir-là, juste comme le ciel commençait à tourner, une voiture s'est garée dans mon allée. Mathieu, il est sorti lentement, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a frappé une fois, puis encore. Finalement, il a appelé à travers la porte. « Maman, s'il te plaît. » Je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis assise sur le canapé, les mains sur les genoux. Tu as changé les serrures. Tu as bloqué mon numéro. Je veux juste parler. Il avait l'air moins en colère qu'incertain, comme quelqu'un qui essaie de trouver la carte après avoir réalisé qu'il ne tient plus le stylo. Dis-moi juste ce qui se passe. Je n'ai pas répondu. Après un moment, il est parti. J'ai attendu 10 minutes avant de me lever. Je l'ai regardé par la fenêtre reculer lentement, son visage fatigué derrière le volant. Puis je me suis rassise et je me suis versé une tasse de thé. Du sucre, pas de lait. Ma mère disait toujours, s'ils ne t'entendent pas doucement, ils entendront le silence plus fort. Je commençais à comprendre ce qu'elle voulait dire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Le premier signe que Mathieu avait découvert son retrait de mes comptes est venu 3 jours plus tard. Mon téléphone s'est illuminé avec 5 appels manqués en l'espace d'1 heure. Je n'ai pas répondu. Puis les emails ont commencé. Des objets de plus en plus désespérés.
Maman, rappelle-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe avec le compte en banque? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ça ne te ressemble pas. J'ai lu chacun, mais je n'ai pas répondu. Chaque message parlait de lui. Sa confusion, son inconvénient, ses sentiments. Pas un seul ne mentionnait comment je pourrais me sentir ou pourquoi j'aurais pu faire ces changements. J'ai posé mon téléphone face contre la table de la cuisine et je me suis fait une tasse de camomille. La tasse réchauffait mes mains pendant que je me tenais près de la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre. Ce n'était pas que je ne ressentais rien. Je ressentais tout, mais différemment maintenant, comme si j'étais protégée par une fine couche de détermination. Je ne m'attendais pas à ce qu'il remarque si vite, ai-je dit à Denise autour d'un café le lendemain matin. Je pensais que ça prendrait des semaines. Elle a hoché la tête, remuant un sachet de sucre supplémentaire dans sa tasse. Il remarque quand ça les affecte? C'est toujours comme ça. Je l'avais invité en partie pour la compagnie. Mais surtout, parce que j'avais besoin de dire à quelqu'un qui n'essaierait pas de me dissuader de ce que je faisais. Denise avait ses propres histoires de famille. Elle comprenait. Ma fille ne m'a pas parlé pendant 8 mois après que j'ai vendu le chalet au bord du lac. Elle a dit ce chalet où elle avait visité exactement 2 fois en 5 ans. Soudain, c'était son enfance que je vendais. Nous avons échangé un regard entendu, le langage silencieux des femmes qui ont trop donné. « Tu as trouvé un endroit ?» a-t-elle demandé en désignant l'annonce d'appartement toujours aimantée sur mon réfrigérateur. « Je le visite demain. Rez-de-chaussée près du parc. Intelligent, a-t-elle dit. Pas d'escalier en vieillissant. » Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà décidé de le prendre. À vue ou pas si nécessaire. Certaines décisions doivent être prises rapidement avant que le doute ne trouve son chemin. Cet après-midi-là, j'ai visité la banque postale pour fermer le coffre-fort que je partageais avec Mathieu. L'employé a eu l'air surprise quand j'ai retiré mon nom au lieu du sien. « Vous pouvez le transférer entièrement à Mathieu le maire », ai-je dit en signant le formulaire. « Il devra venir pour configurer un nouvel accès. » « Ne serait-il pas plus facile si vous gardiez votre accès ?» a-t-elle demandé. « Plus facile n'est pas toujours mieux, » ai-je répondu. J'avais déjà retiré tout ce dont j'avais besoin. Les perles de ma mère, la montre d'Henri, l'acte de propriété original de la maison et une petite enveloppe d'argent liquide que j'avais gardée pour les urgences. Tout le reste, les photos de famille, les bracelets de naissance des enfants, le diplôme universitaire de Mathieu pouvaient rester. Qu'il décide quoi faire du passé. J'étais à mi-chemin de chez moi quand mon téléphone a sonné. « Rebecca !» J'ai failli décliner l'appel, mais quelque chose m'a dit de répondre, pour entendre quelle histoire il se racontait. « Hélène, enfin !» Sa voix était tendue d'une frustration contrôlée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mathieu est hors de lui. « Bonjour, Rebecca !» ai-je dit en gardant ma voix égale. « Je fais quelques changements. »« Des changements ?» Tu as exclu Mathieu de tous les comptes. La banque l'a appelé à propos du coffre-fort. Et maintenant, on découvre que tu as changé les serrures. Tu fais une espèce de crise? Le mot est resté suspendu dans l'air. Crazy. Comme si mes décisions ne pouvaient s'expliquer que par une instabilité mentale. J'ai la tête parfaitement claire. Merci, ai-je dit. Je réorganise simplement mes affaires. Sans parler à aucun de nous. Mathieu est ton fils. Il a le droit de savoir. Le droit? Ai-je interrompu, surprise moi-même par l'acier dans ma voix. Quel droit exactement penses-tu que Mathieu a sur mes finances, Rebecca, sur ma maison? Elle a bafouillé. Il est ta famille, ton seul enfant. Oui. Et pendant des années, il m'a traitée comme une arrière-pensée. Vous deux l'avez fait. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, sa voix tombant dans un ton blessé que j'ai reconnu comme travaillé. On est occupé, Hélène. On a des carrières, des enfants. On ne peut pas toujours tout laisser tomber quand tu veux de l'attention. De l'attention? J'ai failli rire. C'est comme ça que tu appelles le respect basique? M'inclure dans les événements familiaux, retourner mes appels, ne pas discuter de pourquoi je suis encore en vie lors d'un barbecue. Silence. Tu as entendu ça? A-t-elle finalement dit, sa voix plus petite. Chaque mot. Plus de silence. Je pouvais presque l'entendre calculer, décider quelle approche fonctionnerait le mieux. J'étais stressée, a-t-elle finalement dit. C'était une blague. Une terrible blague. Je ne le pensais pas. Et je ne savais certainement pas que tu étais là. Ça rend les choses pires, Rebecca, pas meilleures. Hélène, s'il te plaît. Quoi que tu penses faire, tu dois arrêter. Mathieu est mort d'inquiétude. Il pense que tu as des problèmes cognitifs. Il parle d'appeler ton médecin, peut-être même de regarder des options de maison de retraite. Mon sang s'est glacé.
Alors c'était la stratégie. S'ils ne pouvaient pas contrôler mes actifs, ils essaieraient de me contrôler moi. Dis à Mathieu que je suis parfaitement compétente. Ai-je dit, et ma voix restait stable malgré la colère qui montait en moi. Mon médecin le confirmera, tout comme mon notaire qui a soigneusement documenté mon aptitude mentale en m'aidant à mettre à jour mon testament et mes arrangements financiers. Elle a eu le souffle coupé. Tu as changé ton testament. Au revoir, Rebecca, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient quand j'ai posé le téléphone. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent si loin, suggérer que je n'étais pas mentalement capable. C'était désespéré et dangereux. J'ai appelé Eliane immédiatement. Ils disent que j'ai des problèmes cognitifs, lui ai-je dit. Mathieu parle de maison de retraite. Manœuvre classique, a dit Eliane, pas surprise. Quand ils ne peuvent pas contrôler l'argent, ils essaient de contrôler la personne. Mais ne t'inquiète pas, nous avons déjà documenté ta compétence avec l'évaluation médicale que tu as faite le mois dernier. Ils n'ont aucune base. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Sois vigilante, pas inquiète. Documente tout et fais sécuriser cet appartement dès que possible. Une nouvelle adresse aide à établir l'indépendance. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture longtemps, les mains agrippant le volant. Il le faisait vraiment, essayait de me faire déclarer inapte parce que je m'étais enfin défendue. L'ironie serait risible si elle n'était pas si terrifiante. J'allais rentrer quand une voiture différente s'est garée derrière la mienne. Une petite Renault bleue que je ne reconnaissais pas. La portière conducteur s'est ouverte et un jeune homme en est sorti, grand et dégingandé avec un profil familier. Théo, mon petit-fils de 10 ans, qui ne devrait pas conduire, qui ne devrait pas être ici seul. Mon cœur s'est emballé quand je suis sortie de ma voiture. Théo, qu'est-ce qui se passe? Où sont tes parents? Il a couru vers moi, jetant ses bras autour de ma taille. Mamie, Lila a dit que tu vas bien? Elle a dit que tu n'es pas folle ou malade. Je l'ai serré contre moi, confuse. Bien sûr que non. Mais mon chéri, qui t'a conduit ici? C'est la voiture de qui? Il s'est reculé, souriant malicieusement. C'est Madame Rodriguez d'à côté? C'est la maman de l'amie de Lila. Elle a dit qu'elle m'amènerait te voir si je voulais. Elle attend dans la voiture. J'ai regardé et j'ai vu une femme faire un signe depuis le siège conducteur. J'ai fait un signe en retour, reconnaissante mais préoccupée. Tes parents ne savent pas que tu es là, n'est-ce pas? Il a secoué la tête. Ils pensent que je suis au stage d'informatique, mais ça a été annulé et je voulais juste te voir. Mon cœur s'est gonflé et brisé simultanément. Que mes petits-enfants aient dû recourir à de telles mesures juste pour me voir. Entre, ai-je dit. On devrait t'appeler tes parents, les prévenir où tu es. En est obligé? Son visage s'est décomposé. Ils vont juste se mettre en colère et venir me chercher tout de suite. J'ai considéré cela. Et si on appelait après qu'on ait mangé des biscuits et bu du lait? Ça nous donnerait un peu de temps ensemble d'abord. Son visage s'est illuminé. On peut faire les biscuits au chocolat avec les craquelures dessus? Absolument. J'ai fait un signe à Madame Rodriguez, articulant merci avant de conduire Théo à l'intérieur. Elle a hoché la tête et est partie, nous laissant à notre après-midi voler. Alors que je regardais Théo dévorer son 3e biscuit, du chocolat étalé sur sa joue, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mathieu et Rebecca pouvaient essayer de contrôler mes finances, ma maison, même ma liberté. Mais ils ne pouvaient pas contrôler l'amour entre moi et mes petits-enfants. Et c'était peut-être l'atout le plus puissant de tous. La confrontation est venue plus tôt que prévu. J'étais dans le jardin le lendemain matin, transplantant les derniers de mes soucis dans de petits pots, des plantes que je pourrais emmener dans mon nouvel appartement, quand une portière de voiture a claqué dans mon allée. « Comment oses-tu » La voix de Rebecca a fendu l'air calme du matin. « Comment oses-tu aller dans notre dos avec les enfants ?» Je me suis redressée lentement, mes genoux protestant après 1 heure à genoux dans la terre. Rebecca fonçait vers moi. Mathieu traînant derrière elle, son visage un masque de colère contenue. « Bonjour à vous aussi, Rebecca » ai-je dit calmement en brossant la terre de mes gants de jardinage. « Ne me fais pas ton bonjour. » Théo est rentré en parlant de recettes de biscuits et de comment mamie n'est pas folle. Elle se défend juste. « Tu pensais qu'on ne comprendrait pas où il était allé hier ?» Je ne lui ai pas demandé de venir, ai-je dit. Mais je n'allais pas refuser mon petit-fils quand il se présente à ma porte. « Tu aurais dû nous appeler immédiatement » a-t-elle lancé. J'allais le faire après qu'il ait eu un biscuit et se soit senti en sécurité. « En sécurité » est intervenu Mathieu en s'avançant. « Qu'est-ce que tu insinues »
qu'il n'est pas en sécurité avec nous. J'ai soupiré, soudain fatigué du drame, des postures, du refus de voir ce qui était juste devant eux. Non, Mathieu. Je dis qu'il ne se sentait pas en sécurité pour te dire qu'il voulait me voir. Ça en dit plus sur votre foyer que sur le mien. Le visage de Rebecca a viré au rouge foncé. Tu manipules les enfants maintenant. Tu les montes contre nous. Je n'ai rien fait de tel. Lila m'a contacté. Théo est venu me voir. Je n'ai initié aucun des deux contacts. Après que tu aies commencé tout ce cirque, Rebecca a gesticulé follement. Changer les comptes, les serrures, les testaments, déménager. Bien sûr qu'ils sont confus et bouleversés. Ils sont bouleversés parce que leur grand-mère leur manque. Ai-je dit calmement. Une relation que vous avez tous les deux travaillé dur à minimiser au fil des années. Mathieu s'est rapproché, sa voix baissant. Maman, ça a été trop loin. Tu agis irrationnellement. On s'inquiète pour ton état mental. Mon état mental est excellent, merci. Comme mon médecin l'a confirmé la semaine dernière. J'ai enlevé mes gants de jardinage. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des cartons à faire. Des cartons? La voix de Mathieu s'est élevée. Tu vas vraiment faire ça? Déménager de la maison où on a tous nos souvenirs? La maison que vous n'avez pas visitée depuis plus de 6 mois? Oui, je déménage. Mon nouvel appartement sera prêt la semaine prochaine. Rebecca a ri. Un son dur sans humour. C'est ridicule. Tu fais une espèce de crise de la 70. Un éveil tardif, ai-je corrigé. Et il était temps. Tu as besoin d'aide, Hélène. A-t-elle dit, sa voix soudain mielleuse. On essaie juste de s'assurer que tu reçois les soins dont tu as besoin. Le médecin a recommandé un bilan neurologique, peut-être dans un cadre supervisé. Quel médecin? Ai-je interrompu. Pas mon médecin. Le docteur Durand a déjà fourni une attestation de ma compétence à mon notaire. Mathieu avait l'air mal à l'aise. On a parlé à un spécialiste de tes symptômes? Des symptômes que je n'ai pas. Décrits par vous? À un médecin que je n'ai jamais rencontré. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas de l'inquiétude, Mathieu. C'est du contrôle. Tu penses que je veux te contrôler? Sa voix s'est fêlée légèrement. Maman, je veux juste que les choses reviennent comme avant. Et voilà. La vérité. Comme avant, ai-je répété lentement. Quand j'étais disponible chaque fois que vous aviez besoin de quelque chose. Quand je ne questionnais pas le fait d'être exclu ou ignoré. Quand j'étais pratique, mais pas essentiel. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Mais ses yeux se sont détournés des miens. C'est exactement juste. Et c'est exactement pourquoi les choses ne reviendront jamais comme avant. Rebecca s'est avancée, sa voix tombant dans un murmure menaçant. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Mathieu t'a protégé. Tu sais qu'on est sous l'eau avec le crédit? Qu'on a des difficultés financières depuis des années? Ton précieux fils t'a protégé de tout ça. Et c'est comme ça que tu le remercies, en le déshéritant. Je l'ai fixé, puis Mathieu, dont le visage était devenu pâle. C'est vrai? Ai-je demandé. Vous avez des problèmes financiers? Il a avalé difficilement. On a traversé des moments difficiles. La start-up de Rebecca a échoué l'année dernière. On a pris un deuxième crédit. Il y a eu des problèmes de carte de crédit. Et tu ne me l'as pas dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. A-t-il dit en levant les mains. Je gérais. En comptant sur un héritage quand je mourrai? Ai-je demandé doucement. Son silence était accablant. C'est pour ça que ce changement soudain de testament vous a tous les deux tant paniqué. Ce n'est pas ma santé mentale, c'est l'argent. Ce n'est pas comme ça, a protesté Mathieu faiblement. C'est exactement comme ça. Rebecca est intervenue, abandonnant apparemment le faux semblant. On comptait sur ta succession pour nous aider à nous remettre sur pied. La maison, les économies, les investissements qu'Henri a laissés. C'est le droit de naissance de Mathieu. Non, Rebecca, c'est le travail de ma vie, le mien et celui d'Henri. Et nous ne l'avons jamais destiné à être un plan de sauvetage pour de mauvaises décisions financières. Mathieu s'est mis entre nous, le visage tendu par le stress. « Maman, s'il te plaît. » C'est plus compliqué que ça. J'ai eu un problème de santé l'année dernière. Une petite crise cardiaque. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Mais les factures médicales ont été importantes. Mon cœur s'est serré. Une crise cardiaque? Mathieu, pourquoi tu ne me dirais pas quelque chose d'aussi important? Parce que tu aurais insisté pour aider, pour nous donner de l'argent qu'on ne pourrait pas rembourser, pour venir rester avec nous et t'occuper de moi alors qu'on était déjà à l'étroit et stressés. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, crus et révélateurs. Alors tu m'as exclu d'un des événements les plus importants de ta vie. Pour protéger mes sentiments? J'ai secoué la tête lentement.
Ou pour protéger ta fierté? Il n'avait pas de réponse. J'aurais aidé, ai-je dit doucement. Pas parce que tu as droit à mon argent, mais parce que je t'aime. Il y a une différence. Rebecca a fait un bruit dédaigneux. Bon, c'est très touchant, mais la réalité c'est qu'on a besoin d'aide maintenant. Et tu choisis ce moment pour jouer la mère blessée et nous couper les vivres. Je l'ai regardée pendant un long moment, la voyant clairement, peut-être pour la première fois. Le désespoir derrière l'agressivité, la peur derrière le sentiment de droit. Je ne vous coupe pas les vivres, Rebecca. J'établis des limites. Et si vous avez besoin d'aide financière, on peut en discuter comme des adultes, avec des conditions et des attentes appropriées. On ne veut pas d'un prêt, a-t-elle lancé. On a besoin de... Rebecca! Mathieu l'a coupé d'un ton d'avertissement. Assez. Un silence inconfortable est tombé. J'ai regardé entre eux deux. Ces deux personnes qui avaient prévu d'attendre ma mort pour résoudre leurs problèmes, plutôt que simplement demander mon aide de mon vivant. Je pense que vous devriez partir, ai-je finalement dit. On a tous assez dit pour aujourd'hui. Maman, Mathieu a commencé, mais j'ai levé la main. S'il vous plaît, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Vous aussi. Ils sont partis à contre-cœur, Rebecca toujours furieuse, Mathieu ayant l'air vaincu. Alors qu'ils reculaient de l'allée, j'ai remarqué Lila sur la banquette arrière de la voiture, me regardant à travers la vitre. Elle a levé la main dans un petit signe. J'ai répondu, essayant de transmettre avec ce simple geste tout l'amour et le réconfort que je ne pouvais pas dire à voix haute. À l'intérieur, je me suis effondrée sur le canapé, émotionnellement épuisée. La révélation sur la crise cardiaque de Mathieu m'a frappé le plus fort. Qu'il ait souffert, craint pour sa vie peut-être, et choisi de ne pas me le dire, de ne pas me laisser être sa mère quand il en avait le plus besoin. Le téléphone a sonné, me faisant sursauter dans mes pensées. Eliane. Hélène, le notaire de Mathieu m'a appelé. Il m'a dit que l'avocat de Mathieu a abandonné la contestation de compétences. Oui. Eh bien, ils sont passés à une nouvelle approche, ai-je dit, et je l'ai mise au courant de la confrontation du matin. Des problèmes financiers? A-t-elle réfléchi. Ça explique le désespoir, mais ça ne l'excuse pas. Non, ai-je convenu. Non. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A-t-elle demandé. J'ai regardé autour de mon salon, les cartons à moitié faits, les murs nus où les photos de famille étaient autrefois accrochées. Je vais continuer, ai-je dit, mais avec les yeux grands ouverts. As-tu déjà dû faire des choix difficiles pour te protéger de membres de ta famille? Qu'aurais-tu fait à la place d'Hélène? Commentez ci-dessous. Le jardin de devant n'avait pas été aussi bien entretenu depuis des années. Le vendredi, j'ai taillé les haies, balayé la terrasse, même remplacé l'ampoule cassée au-dessus de la porte. Pas parce que quelqu'un venait, parce que je partais, et je voulais que la maison sache que je n'avais pas cessé de m'en soucier. Ce n'était pas la faute de la maison. J'y avais vécu pendant 43 ans. J'y avais emménagé quand Mathieu avait 5 ans. À l'époque où sa chose préférée était d'aligner ses dinosaures jouets le long du rebord de la fenêtre et de leur donner des noms comme des camarades de classe. Celui-ci c'est Robert et celui-là c'est Madame Martin. C'était ma maison de rêve autrefois. 3 chambres, une grande fenêtre en façade, un petit grenier étroit que j'avais transformé en atelier de couture. J'avais peint chaque mur moi-même, carrelé le sol de la cuisine après la mort d'Henri, appris à remplacer les filtres de gouttière quand les voisins disaient que je devrais juste attendre que mon fils m'aide. J'avais arrêté d'attendre il y a longtemps. Cet après-midi-là, j'ai traversé chaque pièce avec un bloc-notes. Dans la chambre d'amis, une vieille commode que j'avais un jour proposée à Mathieu et Rebecca quand ils avaient besoin de meubles. Ils avaient dit qu'elle était trop démodée. Dans le couloir, une broderie encadrée de ma sœur qui disait « Ici règne la paix ». Elle était accrochée si longtemps que le mur derrière était plus propre que la peinture autour. Dans la chambre du fond, l'ancienne chambre de Mathieu, les rideaux étaient encore ceux avec les petits voiliers. J'avais voulu les remplacer il y a des années, mais quelque chose se mettait toujours en travers. Le placard contenait encore une boîte poussiéreuse de cartes de collection et une boîte à chaussures marquée privée. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de ça, je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé par la fenêtre. Le pommier dans le jardin était tordu maintenant. Le temps l'avait tiré vers la gauche, mais il fleurissait encore chaque printemps, avec des filles, comme s'il ne savait pas qu'il était fatigué. Je suis restée là presque 1 heure, me souvenant du jour où Mathieu avait grimpé à cet arbre et était resté coincé,
hurlant comme une sirène jusqu'à ce que je sorte pieds nus et furieuse, traînant l'échelle derrière moi. La façon dont il m'avait serré après, tremblant des larmes résiduelles. « Ne dis à personne », avait-il dit. Et je ne l'avais jamais fait. Je me souvenais de la première fois qu'il était rentré à la maison avec Rebecca. La façon dont elle avait regardé ma maison, comme si c'était un hôtel qui n'avait pas encore été évalué. « C'est cosy », avait-elle dit. Je me souvenais d'avoir tenu Lila pour la première fois, ses joues rouges et froissées. Mathieu avait vraiment pleuré ce jour-là. « Elle est parfaite », avait-il murmuré. Je me souvenais du Noël où Rebecca m'avait dit de ne pas apporter de nourriture parce que les enfants ne mangent pas de trucs à l'ancienne et comment j'avais quand même apporté une tarte. Lila n'y avait pas touché. Théo avait dit que ça avait un goût de savon. Ils avaient ri. C'était l'année où j'avais arrêté de cuisiner pour leur fête. Mais je n'avais jamais arrêté de cuisiner. Je me suis levée et j'ai écrit sur mon bloc-notes « Laisser les rideaux, prendre la courte pointe ». Dans la cuisine, j'ai ouvert le placard au-dessus de la cuisinière. Mon placard à pâtisserie. Tout encore à sa place. Vanille, cannelle, sucre roux. Les verres doseurs lourds qu'Henri m'avait achetés pour notre 10e anniversaire de mariage. Je les ai soigneusement emballés et placés dans un carton rembourré marqué gardé. Ce soir-là, j'ai été surprise par un coup à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Marthe, Irène et Nadine, 3 femmes de mon ancien club de bridge que je n'avais pas vues depuis des mois. « Denise nous a appelés », a expliqué Marthe en brandissant une bouteille de vin. Elle a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide pour les cartons et de solidarité féminine. J'ai ri, touchée par le geste. Entrez, j'ai de la tarte. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons fait des cartons, partagé des histoires et bu peut-être un peu trop de vin. Ces femmes avaient leur propre récit d'enfants difficiles, de sacrifices non appréciés, de forces trouvées dans des endroits inattendus. Mon fils ne m'a pas parlé pendant 2 ans après que j'ai vendu le chalet que son père m'avait laissé. Irène a confessé ce chalet qu'il avait visité exactement 2 fois en une décennie. Mais quand j'ai utilisé l'argent pour faire cette croisière en Méditerranée dont j'avais toujours rêvé, soudain, j'étais égoïste et dépensière. Ma fille a essayé de me faire déclarer inapte quand j'ai décidé de me remarier à 68 ans. Nadine a ajouté qu'elle disait que je me faisais avoir par un chasseur de fortune. Ce chasseur de fortune était un ancien proviseur de lycée à la retraite avec sa propre pension qui me traitait simplement avec respect. Nous avons ri, nous avons compati, nous avons célébré de petites victoires. Quand elles sont parties, je me suis sentie plus légère d'une certaine façon, fortifiée par le rappel que je n'étais pas seule dans ce voyage. Le lendemain, j'ai appelé Thérèse à la résidence Les Saules pour demander si je pouvais emménager quelques jours plus tôt. « Le locataire actuel a déménagé hier », a-t-elle dit. « Si ça ne te dérange pas que l'équipe de nettoyage travaille autour de toi, tu peux commencer à apporter des affaires demain. » Je prends, ai-je dit, le soulagement m'envahissant. Plus tôt je serais installée dans mon nouveau chez-moi, mieux ce serait. Ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, méfiante de plus de confrontation. Mais quelque chose m'a dit de décrocher. Mais c'était la voix de Théo, petite et incertaine. « Théo, mon chéri, c'est le téléphone de qui que tu utilises ?»« Celui de mon copain Jules. Maman a pris le mien après, tu sais. » Mais je voulais te dire quelque chose d'important. Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce que c'est, mon cœur ?» Papa a été vraiment triste. Genre, je l'ai entendu pleurer dans son bureau hier, et il regardait de vieilles photos de toi, lui et papy. J'ai fermé les yeux, absorbant l'impact de ces mots. « Je pense qu'il s'ennuie de toi », a continué Théo, même s'il est bête dans sa façon de le montrer, de la bouche des enfants. « Merci de me l'avoir dit », ai-je dit doucement. « Tu déménages vraiment ?» a-t-il demandé, sa voix se brisant. « Juste dans un appartement de l'autre côté de la ville. Pas loin du tout. Tu auras des biscuits là-bas? Et je pourrais quand même venir te voir? Toujours des biscuits, ai-je promis. Et oui, tu peux venir quand tes parents le permettent. Même s'ils ne le permettent pas, je trouverai un moyen, a-t-il dit avec la logique déterminée d'un enfant de 10 ans. Je sais comment prendre le bus maintenant. J'ai souri malgré moi. Essayons de garder les choses dans les règles, d'accord? Moins de cachotterie, plus de conversations honnêtes. D'accord, a-t-il accepté à contre-cœur. Je dois y aller. Jules a besoin de son téléphone. Théo, ai-je dit vite avant qu'il ne raccroche. Je t'aime, n'en doute jamais. Je t'aime aussi, mamie. À bientôt. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps,
pensant à Mathieu pleurant dans son bureau, regardant de vieilles photos. Le garçon que j'avais élevé était encore là quelque part, sous les couches de complications adultes et de priorités mal placées. Je n'étais pas prête à me réconcilier. Pas encore. Mais peut-être qu'une porte que je pensais définitivement fermée était juste entrebâillée. Le lendemain matin, tôt, j'ai commencé à déménager le premier chargement de carton vers mon nouvel appartement. Denise avait arrangé pour que son fils aide avec sa camionnette et nous avons fait 3 allers-retours avant midi. L'appartement semblait différent avec mes affaires dedans, plus petit à certains égards, mais déjà plus comme chez moi. J'ai placé mon fauteuil de lecture près de la grande fenêtre, accroché mon tableau préféré, une aquarelle qu'Henri m'avait achetée pour notre 20e anniversaire de mariage au mur du salon, et fait le lit avec des draps frais. En milieu d'après-midi, j'arrangeais des livres sur les étagères intégrées quand Thérèse a frappé à ma porte ouverte. « Tu t'installes » a-t-elle demandé en regardant autour avec approbation. « J'y arrive » ai-je répondu. Tout le monde a été si serviable. « Eh bien, c'est à ça que sert une communauté ?» Elle m'a tendu une petite enveloppe. « Ceci est arrivé pour toi au bureau. Quelqu'un devait savoir que tu emménageais en avance. » Je l'ai remercié et j'ai ouvert l'enveloppe après son départ. À l'intérieur, il y avait une carte avec une simple aquarelle de Soucy sur le devant. J'ai reconnu immédiatement le style artistique de Lila. À l'intérieur, elle avait écrit pour les nouveaux départs. « Je suis fière de toi, mamie. Bisous, Lila. » Glissée dans la carte, il y avait une petite clé en laiton. Pas d'explication, juste la clé. Je l'ai retournée dans ma paume, me demandant ce qu'elle pourrait ouvrir, où elle pourrait mener. Je l'ai placée sur ma table de nuit, un mystère à résoudre un autre jour. Ce soir-là, épuisée mais satisfaite, je me suis assise sur mon petit balcon avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil sur les saules de la cour. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais complètement en paix. Mon téléphone a vibré avec un texto de Mathieu. « La maison semble vide sans tes affaires. Tu es en sécurité? Tu as besoin de quelque chose? » Un progrès d'une certaine sorte, de l'inquiétude sans exigence. J'ai répondu « Je vais bien. Je m'installe. Merci de demander. » Simple, honnête. Un petit pont sur un large gouffre. Cette nuit-là, allongée dans mon nouveau lit, écoutant les sons inconnus de ce nouvel endroit, j'ai pensé à tout le chemin parcouru en si peu de temps. Il y a quelques semaines à peine, j'étais une femme invisible, marchant dans un jardin où personne ne voulait vraiment de moi, portant un dessert que personne ne voulait goûter. Maintenant, j'étais ici, dans mon propre espace, maîtresse de ma propre vie pour la première fois, depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Les étoiles étaient visibles à travers la fenêtre de ma chambre, petites et scintillantes comme des promesses. Je me suis souvenue d'un soir, il y a des décennies, quand Henri et moi étions allongés dans l'herbe de notre premier appartement, regardant le ciel nocturne et rêvant de l'avenir. Nous imaginions des enfants qui nous aimeraient, des petits-enfants qui couraient dans notre maison, une vieillesse paisible entourée de familles. Certains de ces rêves s'étaient réalisés, mais pas de la façon que nous avions espéré. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré dans l'obscurité « Henri, mon amour, je crois que tu serais fier de moi ce soir. » Le sommeil est venu doucement, comme un ami de confiance, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu peur de ce que le lendemain apporterait. Le matin suivant, je me suis réveillée avec le chant des oiseaux dans les saules. La lumière filtrait à travers les rideaux que je n'avais pas encore eu le temps d'installer, dorant tout d'une teinte chaude et dorée. J'ai préparé mon café dans ma petite cuisine, savourant le rituel familier dans ce nouveau décor. La cafetière était la même que j'avais utilisée pendant 20 ans, mais d'une certaine façon, le café semblait meilleur ici. Peut-être parce que chaque gorgée était un choix, pas une habitude. Je me suis assise près de la fenêtre avec ma tasse fumante et j'ai regardé la cour s'éveiller. Un couple de personnes âgées marchait main dans la main le long du chemin de pierre. Une femme promenait un petit chien blanc qui sautillait joyeusement. Quelqu'un arrosait des fleurs sur un balcon du 2e étage. C'était une communauté, j'ai réalisé. Pas juste un bâtiment avec des appartements, mais un endroit où les gens vivaient, interagissaient, se souciaient les uns des autres. J'avais vécu si longtemps dans ma grande maison vide, avec seulement mes souvenirs et mes regrets pour compagnie. Ici, je pourrais peut-être trouver quelque chose de différent.
Mon téléphone a sonné, me tirant de ma rêverie. Le numéro était celui de Denise. « Tu es debout ?» a-t-elle demandé quand j'ai répondu. « J'ai du café frais et des croissants. Je peux passer ?»« Bien sûr, » ai-je dit en souriant. La porte est ouverte. Elle est arrivée 10 minutes plus tard, portant un sac de la boulangerie et son enthousiasme habituel. « Alors ?» a-t-elle dit en regardant autour de l'appartement. « Comment s'est passée ta première nuit dans ton nouveau château ?»« Mieux que prévu, » ai-je admis. « C'est calme ici. Différent, mais bon. » Elle a hoché la tête avec approbation. « Tu mérites ce nouveau départ, Hélène. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites un endroit qui soit vraiment à toi. » Nous avons partagé les croissants et le café, parlant de tout et de rien. Des sujets légers qui n'avaient rien à voir avec mes problèmes familiaux. C'était rafraîchissant, cette normalité, cette amitié simple et sans complications. Quand elle est partie, j'ai continué à déballer mes cartons, plaçant chaque objet avec intention. Ce n'était plus juste du rangement, c'était de la construction. Je construisais une nouvelle vie, une pièce à la fois, un souvenir soigneusement choisi après l'autre. L'après-midi, j'ai fait une promenade dans le quartier, découvrant les petites boutiques et les cafés à proximité. Il y avait une librairie d'occasion avec des chats endormis dans la vitrine, une épicerie bio tenue par une femme souriante aux cheveux gris, un parc avec un petit étang où des canards nageaient paresseusement. C'était le genre d'endroit où je pouvais m'imaginer vieillir en paix, entouré de beauté simple et de gentillesse quotidienne. De retour à l'appartement, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. C'était Lila. « Salut mamie, c'est moi. Je voulais juste te dire que je pense à toi et que j'espère que tu te plais dans ton nouvel appartement. On peut se voir bientôt? Je t'aime. » J'ai rappelé immédiatement et nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a raconté ses cours, ses amis, ses petits drames d'adolescente. J'ai écouté avec toute mon attention, savourant chaque détail, chaque rire, chaque soupir. C'était le genre de conversation que je n'avais pas eue avec elle depuis des années. Non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'il n'y avait jamais assez de temps, jamais assez d'espace dans les réunions familiales orchestrées par ses parents. Avant de raccrocher, elle m'a demandé si je me souvenais de la clé qu'elle m'avait envoyée. « Bien sûr, » ai-je dit. « Je l'ai sur ma table de nuit. »« Garde-la précieusement, » a-t-elle dit. « Elle est importante. Tu comprendras bientôt. » Cette nuit-là, j'ai tenu la petite clé en laiton dans ma main, me demandant quel secret elle déverrouillerait. Mais je n'étais pas pressée de le découvrir. Certains mystères méritent d'être savourés, comme certaines transformations méritent d'être vécues lentement, avec patience et gratitude. Le jour où j'ai officiellement déménagé de ma maison, mon foyer de 4 décennies s'est levé clair et doux. Un temps de déménagement parfait, comme Henri aurait dit. Les déménageurs sont arrivés à 9 heures pile, 2 jeunes hommes, polis et efficaces, un peu surpris par le peu de cartons que j'avais. J'avais tout étiqueté clairement, cuisine, chambre, livres, souvenirs, et un carton marqué « Ne pas ouvrir encore ». Celui-là contenait des choses que je n'étais pas prête à affronter. La dernière carte d'anniversaire d'Henri pour moi, les dessins de maternelle de Mathieu, les albums photos de famille que je ne pouvais pas supporter de trier encore. À midi, la maison était presque vide. Les murs semblaient fatigués, comme s'ils expiraient après avoir retenu leur souffle trop longtemps. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois, mes doigts effleurant les surfaces, non pas pour m'accrocher, mais pour remercier. Dans le couloir, je me suis arrêtée là où les marques de taille de Mathieu étaient autrefois, depuis longtemps recouvertes de peinture. Je pouvais encore sentir les indentations si j'appuyais légèrement. 5 ans, 7, 11, une vie de centimètres qui ne pouvait pas être défaite. Je n'ai pas pleuré. J'ai placé une petite enveloppe dans le tiroir du haut de la console vide du couloir. Elle contenait une clé et une note qui disait simplement « Cette maison m'a tout appris, merci ». Puis j'ai verrouillé la porte d'entrée derrière moi et je ne me suis pas retournée. Sur le chemin de la voiture, j'ai croisé le vieux monsieur Dubois qui promenait son chien comme chaque matin depuis 20 ans. Il s'est arrêté en me voyant charger les derniers cartons. « Alors c'est vrai, vous partez, Hélène ?» a-t-il dit avec tristesse. « Le quartier ne sera plus le même sans vous. » J'ai souri et j'ai pris sa main ridée dans la mienne. « Tout change, monsieur Dubois, mais les bons souvenirs restent. Prenez soin de vous et de ce vieux Gaston. » ai-je dit en caressant la tête du chien. Il a hoché la tête, les yeux brillants. « Vous êtes une femme remarquable. Votre Henri aurait été fier de vous. »
Ces mots m'ont accompagné tout le long du trajet, jusqu'à ma nouvelle vie. À la résidence Les Saules, j'ai passé l'après-midi à arranger mon nouvel espace, trouvant des places pour des objets familiers dans des coins inconnus. Thérèse est passée avec un panier de bienvenue de l'association des résidents, du thé, des biscuits, une petite plante et un programme des activités communautaires. La soirée jeu, c'est le jeudi, a-t-elle dit en montrant le calendrier. Les dames sont assez compétitives au Scrabble. Attention. J'ai ri. J'apporterai mon dictionnaire. Après son départ, j'ai accroché les derniers de mes vêtements dans le placard de la chambre, qui était plus petit que ce à quoi j'étais habituée, mais adéquat. Réduire avait été libérateur de façon que je n'avais pas anticipée. Chaque objet abandonné était un poids levé. Je préparais une tasse de thé dans ma nouvelle cuisine quand mon téléphone a sonné. Charles Lemaire. « Hélène », a-t-il dit quand j'ai répondu. « Je voulais vous faire savoir que l'annonce de la maison sera en ligne demain. Nous avons déjà 2 parties intéressées depuis les visites préliminaires. »« C'est rapide », ai-je dit, surprise. « Les bonnes maisons dans ce quartier ne restent pas disponibles longtemps. Êtes-vous toujours à l'aise avec le prix demandé dont nous avons discuté ? » « Oui », ai-je confirmé. « Et le produit va toujours au foyer pour femmes. »« Comme documenté », m'a-t-il assuré. J'ai aussi reçu une autre demande de l'avocat de Mathieu. Plus conciliant cette fois. Il demande si vous considéreriez un arrangement de fiducie familiale au lieu de le retirer complètement de votre testament. J'ai soupiré, toujours concentré sur l'argent. Pour être juste, a dit Charles gentiment. Il pense peut-être aussi à ses enfants, s'assurant qu'ils aient quelque chose de leur grand-mère. Je n'avais pas considéré cet angle. J'y réfléchirai, ai-je promis. Mais pas aujourd'hui. Pas de précipitation, a-t-il convenu. Ces décisions ne devraient pas être prises à la hâte. Après avoir raccroché, j'ai erré sur mon petit balcon, tasse de thé à la main. La cour en dessous était calme. Juste quelques résidents marchant le long des chemins de pierre ou assis sur des bancs sous les saules. J'ai pensé aux enfants de Mathieu, mes petits-enfants. Est-ce que je les punissais pour le comportement de leurs parents en supprimant leur héritage? Ça n'avait jamais été mon intention. Peut-être y avait-il un compromis, une fiducie pour Lila et Théo qui s'activerait quand ils seraient plus âgés, contournant le contrôle de leurs parents. Quelque chose à considérer. Un coup à ma porte a interrompu mes pensées. Quand j'ai ouvert, j'ai été choquée de trouver Rebecca debout là. Elle avait l'air différente d'une certaine façon, moins apprêtée, plus humaine. Son maquillage habituel parfait était minimal, ses vêtements de créateur remplacés par un simple jean et un pull. Elle tenait un petit sac cadeau dans ses mains. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-elle demandé, sa voix dépourvue de son tranchant habituel. Méfiante mais curieuse, je me suis écartée pour la laisser entrer. Elle a regardé autour de mon nouvel appartement avec un intérêt sincère, pas le jugement à peine voilé auquel j'étais habituée. « C'est charmant », a-t-elle dit. « Traite-toi. »« Merci », ai-je répondu, toujours incertaine de son but. « Tu veux du thé ?» Elle a hoché la tête et je me suis affairée dans la cuisine, nous donnant à toutes les deux un moment pour rassembler nos pensées. Quand je suis revenue avec 2 tasses, elle se tenait près de ma bibliothèque, examinant une photo d'Henri et moi à notre 30e anniversaire de mariage. « Vous avez l'air si heureux là-dessus », a-t-elle observé. « Nous l'étions », ai-je dit simplement en lui tendant une tasse. Nous nous sommes assises à ma petite table à manger, un silence gêné s'étirant entre nous. Finalement, elle a poussé le sac cadeau vers moi. « Je t'ai apporté un cadeau de pendaison de crémaillère. » Je l'ai ouvert prudemment pour trouver une belle tasse en céramique, peinte à la main avec des soucis, similaires à ceux de mon ancien jardin. « Lila m'a aidé à la choisir, » a dit Rebecca. Elle a dit que c'était tes fleurs préférées. « Elles le sont, » ai-je confirmé, touchée malgré moi. « Merci. » Rebecca a pris une profonde inspiration. « Je te dois des excuses, Hélène. Plusieurs, en fait. J'ai attendu, ne lui facilitant pas les choses, mais ne dressant pas de mur non plus. Ce que j'ai dit au barbecue sur pourquoi tu es encore en vie, c'était cruel et inexcusable. J'étais stressée par le travail, agacée contre Mathieu pour quelque chose sans rapport, et je m'en suis prise à toi de la pire façon possible. » Elle a baissé les yeux vers ses mains. « Je m'en suis prise à toi pendant des années. »« Oui, ai-je convenu. Tu l'as fait. » Elle a grimacé, mais a continué. « Quand tu as commencé à faire tous ces changements, les comptes, le testament, le déménagement, j'ai paniqué.
On comptait sur ton aide depuis si longtemps que je ne pouvais pas imaginer comment on s'en sortirait sans. L'aide financière, ai-je clarifié. Oui, a-t-elle admis. Mathieu ne voulait pas que je te dise à quel point les choses allaient mal. Sa fierté, tu sais. Et puis, quand il a eu sa crise cardiaque l'année dernière, les factures médicales ont juste, il aurait dû me parler de la crise cardiaque, ai-je dit. La blessure encore fraîche? Je sais. Je lui ai dit. Mais il avait tellement peur d'être un fardeau pour toi. Il a toujours essayé d'être le fort. Depuis la mort de son père. J'ai bu mon thé, considérant ces mots. Pourquoi es-tu ici, Rebecca? Vraiment? Elle a rencontré mes yeux directement, peut-être pour la première fois dans notre relation. Parce que Mathieu est malheureux? Les enfants sont malheureux. Je suis malheureuse. Et il a fallu que tu partes pour que je réalise à quel point on dépend de toi. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Tu es le cœur de cette famille, et on t'a traité comme une arrière-pensée. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et à mon étonnement, des larmes ont rempli ses yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle continué en s'essuyant les joues. Je ne me pardonnerai pas. Mais j'avais besoin que tu saches que je vois ce que j'ai fait, ce qu'on a fait. Et je suis désolée. Je suis restée très immobile, absorbant ces mots, cherchant l'insincérité, mais n'en trouvant aucune. « Est-ce que Mathieu sait que tu es là ?» ai-je demandé. « Non, a-t-elle admis. Il parle de venir te voir, mais il trouve toujours des raisons de reporter. Je pense qu'il a peur que tu le rejettes, qu'il ait abîmé les choses au-delà de la réparation. » Est-ce le cas? Ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête. J'espère que non, pour nous tous. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, plus honnêtement que nous ne l'avions jamais fait. Rebecca a expliqué leurs problèmes financiers en détail. La start-up ratée, le 2e crédit immobilier, la dette de carte de crédit qui avait spiralé après la crise de santé de Mathieu. Pas pour demander de l'argent, juste exposant la réalité qu'il m'avait recachée. Alors qu'elle se préparait à partir, elle s'est arrêtée à la porte. Les enfants veulent te voir. Est-ce que ça irait s'il passait demain après l'école? J'aimerais ça, ai-je dit. Et Mathieu, j'ai pris une profonde inspiration. Dis-lui que je suis prête à parler quand il l'est. Vraiment parler, pas juste faire bonne figure. Elle a hoché la tête. Je lui dirai. Après son départ, je me suis assise sur mon balcon à nouveau, regardant le ciel s'assombrir vers le soir. La visite de Rebecca m'avait surprise de façon que je n'aurais pas pu prédire. Les excuses, la vulnérabilité, l'absence de manipulation. Les gens peuvent changer, me suis-je rappelé. Ou du moins, ils peuvent essayer. Le lendemain, fidèle à la parole de Rebecca, Lila et Théo sont arrivés à ma porte après l'école. Cartable encore sur le dos, visage éclairé d'excitation. « Mamie !» Théo s'est lancé sur moi, me faisant presque tomber avec son câlin enthousiaste. « Ton nouvel appartement est trop bien. »« Tu as des voisins? Il y a d'autres enfants ici? Je peux tout voir? » Lila a suivi plus posément, mais son sourire était tout aussi brillant. « Ça a l'air super, mamie. Très moderne. » Je leur ai fait le grand tour, qui a pris tout au plus 5 minutes vu la taille de l'appartement. Théo était fasciné par les cordons d'urgence dans la salle de bain. « Donc si tu tombes, de l'aide arrive ?» Pendant que Lila admirait la vue depuis mon balcon. Nous avons passé l'après-midi à faire des biscuits dans ma petite cuisine, de la farine poudrant chaque surface, des rires remplissant le nouvel espace. Pour la première fois, j'ai senti que cet appartement devenait vraiment mon chez-moi. Alors qu'ils se préparaient à partir, Rebecca devait les récupérer à 18h. Lila m'a tendu un petit paquet enveloppé de papier de soie. « J'ai fait ça en cours d'art », a-t-elle dit timidement. « Pour ton nouveau chez toi ?» Je l'ai déballé pour trouver un petit plat en céramique émaillé de bleu et vert, parfait pour tenir des clés ou des bijoux. « C'est magnifique », ai-je dit, sincèrement touchée. « Regarde en dessous » a-t-elle insisté. Je l'ai retourné pour trouver une petite clé en laiton collée au fond, identique à celle qu'elle m'avait envoyée dans sa carte. « C'est pourquoi ?» ai-je demandé. Elle a souri. « C'est une clé de notre maison, pour que tu puisses venir quand tu veux, même si maman et papa ne sont pas là. Théo et moi, on veut que tu l'aies. » J'ai retenu mes larmes. « Est-ce que tes parents ont accepté ça? » « En fait, c'était l'idée de papa, » a dit Théo. « Il a dit que tu devrais toujours avoir un moyen de nous atteindre, quoi qu'il arrive. Il a dit aussi que la maison n'était vraiment une maison que quand tu y étais, et qu'il voulait que tu saches que tu étais toujours la bienvenue. » Ces mots, venant de Mathieu à travers ses enfants,
m'ont touché plus profondément que n'importe quelle déclaration directe n'aurait pu le faire. Il apprenait à communiquer son amour, maladroitement peut-être, mais sincèrement. J'ai tenu la clé serrée dans ma paume, cette petite offrande métallique de réconciliation. Elle pesait presque rien, et pourtant, elle portait le poids de tant d'espoir, de tant de possibilités. Après le départ des enfants, je me suis assise avec mes pensées, tournant et retournant la clé dans ma main. Un chemin de retour, une invitation permanente, un pont. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément et sans rêve, plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois. Une semaine après avoir emménagé à la résidence Les Saules, la maison s'est vendue. L'agent immobilier a appelé pour dire que l'offre était arrivée juste au-dessus du prix demandé. Un couple de retraités, sans enfants, cherchant le calme et l'histoire, a-t-elle dit. J'ai presque ri. Ils avaient trouvé les deux. Je ne suis pas retournée pour la visite finale, même pas pour la signature chez le notaire. J'ai donné procuration à Charles pour la vente, signé ce qui devait l'être, et j'ai laissé partir. Il a appelé quand c'était fait. « C'est terminé », a-t-il dit. « Les fonds seront transférés sur le compte du foyer comme prévu. » Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché, et je me suis tenue au milieu de mon appartement. Il n'était pas grand, mais chaque centimètre carré était à moi. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire pour le don au foyer. Je ne l'ai pas mis dans mon testament. Je l'ai donné maintenant. J'y suis allée moi-même. J'ai remis le chèque à la directrice et j'ai dit « c'est pour les femmes qui partent sans chaussures ». Elle a fixé le montant et s'est mise à pleurer. Moi non. J'avais fait mon deuil. Ce n'était pas du chagrin. C'était de l'intention. Ce soir-là, j'ai fait de la soupe, pas pour quelqu'un, pas pour une occasion. Juste parce que j'aimais la façon dont les poireaux fondèrent dans le beurre. La radio jouait doucement en arrière-plan. Une station de jazz sans publicité, juste des saxophones et des rythmes doux qui ne demandaient pas d'applaudissements. J'ai mangé en robe de chambre, debout près de la cuisinière. Pas de couvert, pas d'explication, juste la faim satisfaite. Vers 20h30, mon interphone a sonné. Je n'attendais personne. « Hélène, c'est Mathieu. Est-ce ce que je peux monter ?» Mon cœur a bégayé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte d'entrée de l'immeuble. 5 minutes plus tard, il a frappé. Quand j'ai ouvert la porte, il se tenait là avec une plante en pot dans les mains et de l'incertitude dans les yeux. « Je t'ai apporté un cadeau de pendaison de crémaillère », a-t-il dit en tendant le pot. « C'est un souci du jardin. » Je l'ai déterré avant que les nouveaux propriétaires n'emménagent. Je l'ai pris, touché par le geste. « Merci. Entry. » Il m'a suivi à l'intérieur, regardant autour avec un intérêt sincère. « C'est bien, Cozy, traite-toi. » C'est ce que Rebecca a dit, ai-je noté en plaçant le souci sur le comptoir de la cuisine. « Tu as vu Rebecca ?» Il avait l'air surpris. « Elle est passée hier, elle s'est excusée. » Il a haussé les sourcils. Ça a dû être une sacrée conversation. « Ça l'était, ai-je convenu. » Honnête pour une fois, c'est plus qu'elle ne m'a jamais donné, a-t-il murmuré, presque pour lui-même. Je l'ai regardé, cet homme qui était mon fils, mais qui restait parfois un mystère pour moi. Pendant des années, je m'étais demandé où j'avais échoué, ce que j'avais fait pour mériter sa distance. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas une question d'échec ou de mérite. C'était la vie, avec ses complications et ses malentendus, ses peurs inavouées et ses silences trop longs. Elle essaie, ai-je dit. C'est ce qui compte. Il a hoché la tête, l'air pensif. On essaye tous. Peut-être que c'est tout ce qu'on peut demander. Un silence gêné est tombé. J'ai fait un geste vers le canapé. Assieds-moi. Tu veux du thé ou j'ai du vin? Du vin serait bien, a-t-il admis. Du courage liquide. J'ai versé un verre à chacun et je l'ai rejoint sur le canapé, laissant de l'espace entre nous. Il a pris une longue gorgée avant de parler. Je ne sais pas par où commencer. Le début, c'est généralement bien, ai-je suggéré. Il a hoché la tête. Le début? Il a pris une profonde inspiration. J'ai été un fils terrible. Ce n'était pas ce que je m'attendais à ce qu'ils disent, et la franchise de la chose m'a prise au dépourvu. Pas terrible, ai-je corrigé. Absent, dédaigneux, me tenant pour acquise, mais pas terrible. Il a eu un rire creux. C'est une façon gentille de le dire. Il a posé son vin et s'est tourné pour me faire face complètement. Je suis désolée, maman. Pour tout. Pour avoir laissé Rebecca te traiter comme elle l'a fait. Pour t'avoir traité comme ça moi-même. Pour ne pas t'avoir parlé de ma crise cardiaque. Pour m'être attendu à ce que tu meures commodément et résolves nos problèmes financiers.
L'honnêteté crue de la chose est restée suspendue dans l'air entre nous. Pourquoi? Ai-je demandé simplement. Pourquoi c'est devenu comme ça? Il a été silencieux un moment, réfléchissant. Je pense qu'après la mort de papa, je me suis sentie comme si je devais être le fort, le pourvoyeur, le protecteur. Je ne pouvais pas te laisser me voir lutter ou échouer. Alors, au lieu de ça, tu m'as juste exclu. Oui, a-t-il admis. Et puis, c'est devenu une habitude. Et puis Rebecca et moi avons commencé à avoir des problèmes, l'argent surtout, mais d'autres choses aussi. Et c'était plus facile de te tenir à distance que d'admettre à quel point j'échouais à tout. Tu n'échoues pas, Mathieu, ai-je dit gentiment. Tu es juste humain. Un humain qui a laissé sa mère entendre sa femme se demander pourquoi elle est encore en vie, a-t-il dit amèrement. Qui a ri au lieu de te défendre? Oui, ai-je reconnu? C'est arrivé. Je n'ai pas ri parce que j'étais d'accord, a-t-il dit, sa voix se fêlant. J'ai ri parce que j'étais mal à l'aise et que je ne savais pas quoi dire. C'était une réaction de lâche. Oui, ai-je convenu. Ça l'était. Il a grimacé, mais a hoché la tête, acceptant la vérité de la chose. Tu me manques, a-t-il dit simplement. Les enfants s'ennuient de toi. Même Rebecca s'ennuie de toi, bien qu'elle mourrait avant de l'admettre. Tu me manques aussi, ai-je admis. Le toi qui existait avant. Le fils qui me respectait, qui me voyait. Je veux être cette personne à nouveau, a-t-il dit. Je veux arranger les choses. Je l'ai étudié. Cet homme adulte qui était encore mon petit garçon de tant de façons. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, l'ai-je prévenu. La confiance, une fois brisée, prend du temps à reconstruire. Je sais, a-t-il dit, mais j'aimerais essayer, si tu me laisses faire. J'ai considéré cela. La branche d'olivier tendue, le remords sincère dans ses yeux. J'ai des conditions, ai-je finalement dit. Tout ce que tu veux, plus de secrets. Financiers, médicaux, quoi que ce soit d'important. Je veux de l'honnêteté. Il a hoché la tête. C'est fait. Des visites régulières. Pas quand tu as besoin de quelque chose, mais parce qu'on est une famille. Oui, et je veux que tu consultes un conseiller financier. Pas parce que je vous rends flou. Je ne le fais pas. Mais parce que je me soucie de ton avenir. Il avait l'air surpris, mais a hoché la tête. D'accord, c'est en fait une bonne idée. Et une dernière chose, ai-je ajouté. Je crée une fiducie pour Lila et Théo. Pas accessible avant leurs 25 ans. Toi et Rebecca n'aurez aucun contrôle dessus. Il a été silencieux un moment, puis a hoché la tête. C'est juste. Ils devraient avoir quelque chose de toi qui soit juste à eux. Nous avons parlé pendant des heures après ça, plus ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années. De sa crise cardiaque, mineure mais effrayante. De leurs problèmes financiers, sérieux mais pas insurmontables, avec une bonne planification. De son mariage, tendu mais ils y travaillaient. Et de moi, ma nouvelle vie, ma nouvelle indépendance, mon refus de retourner à être invisible. « Je suis fier de toi !» a-t-il dit alors qu'il se préparait à partir. « Il a fallu du courage pour faire ce que tu as fait, pour te défendre comme ça. Ça a pris trop longtemps, » ai-je répondu. Mais mieux vaut tard que jamais. Il m'a serré dans ses bras avant de partir. Une vraie étreinte, serrée et sincère. « Je t'aime, maman. Depuis toujours. Je t'aime aussi, Mathieu. Même quand je ne t'aime pas beaucoup. » Il a ri à ça. Un vrai rire. C'est juste. Après son départ, je me suis tenue sur mon balcon, regardant le ciel nocturne. Les étoiles émergeaient, des points de lumière dans l'obscurité. J'ai pensé au commencement et aux fins, au cercle complété et au nouveau qui commençait. J'ai pensé à Henri, ce qu'il penserait de tout ça. Il serait fier, ai-je décidé. Il a toujours dit que j'étais plus forte que je ne le savais. Le jour de mes 73 ans, je me suis réveillée sans réveil. Il n'y avait pas de ballon. Pas de SMS surprise de parents qui se souvenaient de moi une fois par an. Pas de réservation de brunch ou de sac cadeau laissé sur le perron. Juste la lumière du matin à travers des rideaux propres, le son de la pluie quelque part au loin et le souffle doux d'une vie qui n'appartenait maintenant qu'à moi. J'ai fait des crêpes, 2, je les ai mangées avec du miel et une poire tranchée. Puis je me suis assise au milieu de mon petit appartement avec la photo d'Henri calée sur une chaise. Et j'ai dit « Eh bien, on y est arrivé, n'est-ce pas ?» À midi, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Mathieu, Rebecca, Lila et Théo debout là, les bras chargés de cadeaux et de nourriture. « Joyeux anniversaire, maman !» a dit Mathieu en se penchant pour m'embrasser la joue. « On a apporté le déjeuner ?» a ajouté Rebecca en tenant un panier qui sentait le pain frais
et quelque chose de savoureux. Et le gâteau? A annoncé Théo, équilibrant soigneusement une boîte de ma pâtisserie préférée. Et ça? A dit Lila en me tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte qu'elle avait faite elle-même, peinte, pas dessinée. Sur le devant, il y avait une simple image d'un souci en pleine floraison, ses racines visibles sous la terre, fortes et s'étendant. À l'intérieur, c'était écrit à la femme la plus forte que je connaisse. Merci de m'apprendre à quoi ressemble la vraie force. Avec tout mon amour, Lila. Nous avons mangé à ma petite table, serrée mais confortable. La conversation coulait plus facilement qu'elle ne l'avait fait depuis des années, avec des rires sincères et des histoires partagées. Après le déjeuner, Mathieu m'a prise à part. J'ai commencé à voir un thérapeute, a-t-il dit doucement. Je travaille sur certaines choses. Y compris comment je t'ai traité. C'est bien, ai-je dit, sincèrement contente. Ça aide d'avoir quelqu'un à qui parler. Je voulais aussi que tu saches que Rebecca et moi sommes en thérapie de couple. On essaye de réparer ce qui est cassé. Je suis contente, ai-je dit, et je le pensais. Et une dernière chose, a-t-il ajouté en sortant une enveloppe de sa poche. Je veux que tu aies ça. À l'intérieur se trouvait un chèque, pas énorme, mais pas insignifiant non plus. C'est pourquoi? Ai-je demandé. Le premier versement, a-t-il dit, pour rembourser l'apport que tu nous as donné pour la maison. Avec intérêt, j'ai commencé à protester, mais il a levé la main. Ça ne vient pas de nos économies. On n'en a pas. J'ai pris du travail de consultant en plus. C'est important pour moi, maman. Laisse-moi faire ça. J'ai hoché la tête, trop émue pour parler. Plus tard, après leur départ, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lila. C'était bien aujourd'hui. On devrait faire ça plus souvent. Je t'aime, mamie. J'ai souri et j'ai répondu. Quand tu veux. Ma porte est toujours ouverte. Je t'aime aussi. Et c'était vrai. Ma porte était ouverte maintenant, mais selon mes conditions. Avec des limites et du respect et la connaissance que j'étais valorisée pour qui j'étais, pas ce que je pouvais fournir. J'avais repris ma vie, ma voix, mon pouvoir, non pas par la colère ou la vengeance, mais par l'acte simple et révolutionnaire de m'estimer assez pour exiger mieux. Alors que la lumière disparaissait du ciel, j'ai pensé à la femme que j'étais il y a quelques mois à peine, silencieuse, complaisante, blessée invisiblement par 1000 petits rejets. Et j'ai pensé à la femme que j'étais maintenant, forte, lucide, refusant de me contenter de moins que ce que je méritais. Les semaines suivantes ont apporté leur lot de petits miracles quotidiens. Lila a pris l'habitude de passer après ses cours le mercredi, et nous passions des heures à parler de tout et de rien, de ses rêves, de ses peurs, de ses espoirs pour l'avenir. Elle m'a montré ses photographies, des images saisissantes de lumière et d'ombre, qui révélaient un talent que personne dans sa famille n'avait remarqué. Elle avait l'œil de son arrière-grand-père, ai-je réalisé. Henri aurait été si fier. Théo venait le samedi matin pour ce qu'il appelait les ateliers biscuits de mamie. Nous expérimentions de nouvelles recettes, certaines réussies, d'autres catastrophiques, mais toujours dans les rires et la complicité. Il me racontait ses aventures à l'école, ses amitiés, ses petits chagrins et ses grandes joies. Je découvrais un enfant sensible et réfléchi que je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de connaître. Mathieu passait régulièrement, parfois avec Rebecca, parfois seul. Nos conversations avaient changé de nature. Elles n'étaient plus superficielles, ni tendues, mais vraies, profondes, parfois difficiles. Nous avons parlé d'Henri, de son absence qui nous avait tous marqués différemment. Nous avons parlé de mes années de silence, de sa peur de l'échec, de tout ce que nous n'avions jamais osé dire. Un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher depuis mon balcon, il m'a demandé pardon. Pas avec des mots, mais avec des larmes. Des larmes sincères de Fils, qui réalisait enfin l'étendue de sa négligence et qui voulait désespérément réparer. Je l'ai pris dans mes bras comme je le faisais quand il était petit, quand le monde lui faisait peur et que j'étais son refuge. Cette nuit-là, j'ai compris que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais qu'elles peuvent devenir moins douloureuses. Qu'on peut apprendre à vivre avec les cicatrices tout en construisant quelque chose de nouveau. La relation avec Rebecca a évolué plus lentement, plus prudemment. La confiance brisée met du temps à se reconstruire et certaines blessures sont plus profondes que d'autres. Mais elle faisait des efforts.
Elle demandait mon avis sur des choses, des vraies choses, pas juste des formalités. Elle m'incluait dans les décisions familiales. Elle me regardait, vraiment, quand nous parlions. Un jour, elle m'a apporté un album photo qu'elle avait assemblé. Des images de Lila et Théo à travers les années. Des moments que j'avais manqués parce qu'on ne m'avait pas invitée. Je voulais que tu les aies, a-t-elle dit, pour rattraper le temps perdu. Je ne pensais pas pouvoir la pardonner complètement, et peut-être que je ne l'ai jamais fait entièrement. Mais j'ai accepté l'offrande pour ce qu'elle était. Un pont tremblant au-dessus d'un gouffre, une main tendue dans l'obscurité. Au fil des mois, j'ai construit une vie riche et pleine dans mon petit appartement. J'ai rejoint le club de lecture de la résidence, où des femmes de mon âge partageaient leurs opinions tranchées sur les derniers romans. J'ai commencé un cours de peinture aquarelle, découvrant une passion que je ne savais pas avoir. J'ai fait du bénévolat au foyer pour femmes, partageant mon temps et mon expérience avec celles qui commençaient leur propre voyage vers l'indépendance. Denise restait ma confidente, mon ancre dans cette nouvelle vie. Nous prenions le café ensemble presque chaque matin, parlant de tout et de rien, riant des absurdités de l'existence, nous soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Elle avait traversé sa propre transformation après la visite de sa fille, venue finalement s'excuser pour ses 8 mois de silence. J'ai aussi noué des amitiés nouvelles. Jacqueline du 2e étage, une ancienne professeure de philosophie avec un esprit acéré et un sens de l'humour dévastateur. Marcel du rez-de-chaussée, veuf depuis 10 ans, qui avait le don de raconter des histoires fascinantes sur ses voyages autour du monde. Et Louise, la plus jeune de notre petit groupe à 68 ans, qui avait quitté son mari après 40 ans de mariage pour vivre enfin sa vie. Nous formions une communauté improbable, liée par l'expérience partagée de la réinvention tardive. Nous comprenions tous ce que c'était de se découvrir à un âge où la société vous considère déjà fini. Nous savions que les nouveaux départs n'ont pas de date d'expiration. Le printemps est arrivé doucement, transformant la cour de la résidence en un tableau de couleurs. Les saules ont reverdi, les fleurs ont éclaté et l'air s'est rempli de promesses. J'ai planté mes soucis sur mon petit balcon, les regardant s'épanouir jour après jour, symbole vivant de ma propre renaissance. Un matin de mai, j'ai reçu une lettre inattendue. L'écriture sur l'enveloppe était inconnue, mais le cachet de la poste venait de ma ville natale, un village que j'avais quitté il y a plus de 50 ans. À l'intérieur, une lettre d'une femme qui se présentait comme la petite fille de mon ancienne meilleure amie d'enfance, Marguerite. Marguerite était décédée l'année précédente, appris-je avec tristesse. Mais avant de mourir, elle avait souvent parlé de moi, de nos aventures d'enfants, de nos rêves de jeune fille, de cette amitié qui avait compté plus que tout. Sa petite fille avait retrouvé ma trace et voulait me rencontrer, me transmettre les souvenirs que sa grand-mère avait gardés précieusement. J'ai pleuré en lisant cette lettre, des larmes de nostalgie et de gratitude. Le passé revenait vers moi de façon inattendue, me rappelant que j'avais été aimée et valorisée bien avant que ma propre famille ne l'oublie. Une semaine plus tard, j'ai fait le voyage jusqu'à mon village natal. C'était la première fois depuis l'enterrement de ma mère, il y a 20 ans. Les rues avaient changé, mais pas tant que ça. L'église était toujours là, le petit pont sur la rivière, la boulangerie qui avait appartenu aux parents de Marguerite. La petite fille, qui s'appelait Sophie, m'a accueillie chez elle avec une chaleur qui m'a serré le cœur. Elle m'a montré les boîtes de souvenirs que Marguerite avait conservées, des lettres que nous nous étions échangées pendant des années, des photos de notre enfance, des petits trésors sans valeur mais infiniment précieux. En parcourant ces reliques d'une époque révolue, j'ai compris quelque chose d'important. J'avais toujours eu de la valeur. J'avais toujours été digne d'amour. Les années de négligence de ma famille n'effaçaient pas une vie entière de connexion, d'amitié, de moments partagés. Je n'étais pas définie par la façon dont Mathieu et Rebecca m'avaient traitée. J'étais définie par tout ce que j'avais vécu, aimé et donné au monde. Je suis rentrée de ce voyage transformée une fois de plus légère, plus sereine, plus ancrée dans ma propre histoire. J'ai compris que la véritable renaissance n'était pas juste de se libérer de ceux qui nous diminuent, mais de se reconnecter avec tout ce qui nous élève. L'été a apporté une surprise inattendue. Mathieu m'a appelé un soir, avec une excitation dans la voix que je n'avais pas entendue depuis des années. « Maman, on a des nouvelles. On a réussi à rembourser le 2e crédit.
L'argent que j'ai gagné en consultant, plus ce que Rebecca a économisé en reprenant le travail à temps plein, ça a suffi. On n'est plus sous l'eau. J'étais si fière de lui que j'en ai pleuré. Non pas parce qu'ils avaient résolu leurs problèmes financiers, mais parce qu'ils l'avaient fait eux-mêmes, sans attendre que je meure, sans compter sur un héritage. Ils avaient grandi. Et ce n'est pas tout, a-t-il continué. On voudrait t'inviter à dîner pour fêter ça. Chez nous. Un vrai dîner de famille. Pas à la table des enfants, pas près de la poubelle. À notre table, où tu as toujours dû être. Je n'ai pas hésité. J'adorerais ça. Le dîner a été tout ce que j'avais espéré et plus encore. Rebecca avait cuisiné mon plat préféré, du poulet aux herbes avec des pommes de terre rôties, en se souvenant d'un détail que j'avais mentionné des années auparavant. Lila avait décoré la table avec des soucis du jardin. Théo avait fait un dessin de notre famille, tous ensemble, souriant. Et Mathieu a porté un toast. « À maman ?» a-t-il dit en levant son verre. À la femme qui nous a appris ce que signifie vraiment la force, qui a eu le courage de nous montrer qu'elle méritait mieux et qui nous a donné la chance de devenir la famille que nous aurions toujours dû être. J'ai regardé autour de cette table, ces visages qui m'avaient fait tant souffrir mais que j'aimais malgré tout. Les choses n'étaient pas parfaites. Elles ne le seraient peut-être jamais, mais elles étaient réelles et elles étaient nôtres. Cette nuit-là, en rentrant dans mon appartement, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, un mot de Lila et la photo d'une petite plante. Elle avait fait germer une graine de souci, expliquait-elle, et voulait que je l'aie, pour te rappeler que les plus belles choses peuvent te pousser même dans les sols les plus durs, avait-elle écrit, et que chaque fin est aussi un début. J'ai placé la photo sur ma table de nuit, à côté des 2 petites clés en laiton, des talismans d'un voyage que je n'avais jamais prévu de faire, mais qui m'avait mené exactement là où j'avais besoin d'être. L'automne est arrivé, peignant les saules de la cour en or et en ambre. Mon premier anniversaire complet dans l'appartement approchait, et avec lui, le sentiment d'avoir accompli quelque chose de significatif. Pas parfait, pas complet, mais réel et vrai. Un matin de septembre, alors que je regardais les feuilles danser dans le vent depuis mon balcon, Denise est venue s'asseoir à côté de moi avec 2 tasses de café fumant. « Tu as l'air pensive », a-t-elle observé. Je pensais à tout le chemin parcouru, ai-je dit, à tout ce qui a changé depuis ce barbecue où j'ai entendu Rebecca se demander pourquoi j'étais encore en vie. Elle a hoché la tête. « Et tu as trouvé ta réponse ?» J'ai souri en regardant mes soucis, toujours en fleurs malgré la fraîcheur de l'air. « Oui, je suis encore en vie pour vivre pleinement, pour me tenir debout, pour fleurir malgré tout, comme ces soucis têtus qui refusent de se faner. » Elle a levé sa tasse dans un toast silencieux. « À la vie alors !»« À la vie !» ai-je répété. « Et à tous les nouveaux départs qu'elle nous offre. » « Pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie ?» avait demandé Rebecca ce jour-là dans le jardin. Maintenant j'avais ma réponse. Pour vivre pleinement selon mes propres termes, pour me tenir dans ma vérité, pour fleurir avec des filles comme les soucis en automne, pour découvrir que la force n'a pas d'âge et que l'amour-propre est le plus beau des héritages. Les mois qui ont suivi ont été une leçon continue en patience et en grâce. La reconstruction d'une famille ne se fait pas en un jour, ni même en une saison. C'est un travail quotidien, fait de petits gestes et de grandes décisions, de pardons silencieux et de conversations difficiles. Mathieu a tenu sa promesse concernant le remboursement. Chaque mois, une enveloppe arrivait avec un chèque, accompagnée d'une note écrite à la main. Des mots simples mais sincères. « Merci de croire encore en moi. J'espère te rendre fier. Avec tout mon amour, ton fils. » Ces notes, je les gardais dans une boîte spéciale sur mon bureau, des preuves tangibles que les gens peuvent changer, que les relations peuvent guérir. La fiducie pour Lila et Théo a été officiellement créée au printemps suivant. Charles Lemaire m'a guidée à travers les détails juridiques, s'assurant que chaque clause protégeait les intérêts de mes petits-enfants. L'argent serait géré par un fiduciaire professionnel jusqu'à leurs 25 ans, moment où ils recevraient leur part en entier. J'ai ajouté une condition spéciale à la fiducie. Avant de recevoir leur héritage, chacun d'eux devrait écrire une lettre expliquant ce qu'ils avaient appris de mes choix, de ma décision de me défendre, de ma transformation. Ce n'était pas pour me glorifier, mais pour m'assurer qu'ils comprenaient la valeur de l'autonomie et du respect de soi. Quand j'ai expliqué cette condition à Lila lors d'une de nos visites hebdomadaires, ses yeux se sont remplis de larmes. « C'est parfait, mamie, a-t-elle dit. Je comprends exactement ce que tu veux dire.
Tu nous apprends que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais de ce que nous pensons de nous-mêmes. Exactement, ai-je confirmé, le cœur gonflé de fierté. Vous êtes mes héritiers, mais pas seulement financièrement. Je veux vous léguer la sagesse qui m'a pris 73 ans à acquérir. Ne laissez jamais personne vous faire sentir comme si vous ne comptiez pas. Le foyer pour femmes a utilisé mon don pour rénover une aile entière de leur bâtiment. Ils l'ont appelée l'aile Hélène, en mon honneur, une reconnaissance que j'ai acceptée avec émotion, mais sans fausse modestie. J'avais gagné le droit de voir mon nom sur quelque chose de beau. Quelque chose qui aiderait d'autres femmes à trouver leur propre chemin vers la liberté. J'ai commencé à faire du bénévolat régulier au foyer, animant des ateliers sur l'indépendance financière et l'estime de soi. Les femmes qui arrivaient là-bas portèrent des histoires si différentes de la mienne, mais si semblables dans leur essence. Des histoires de négligence, de contrôle, de voix réduite au silence. Je partageais mon propre parcours avec elles, pas comme un modèle à suivre aveuglément, mais comme une preuve que le changement était possible à tout âge. Une femme nommée Fatima, arrivée au foyer après avoir fui un mariage abusif de 30 ans, m'a dit un jour quelque chose qui m'a profondément touchée. Vous me donnez de l'espoir, Hélène. Si vous avez pu transformer votre vie à 72 ans, alors je peux certainement transformer la mienne à 55. Ce n'est pas une question d'âge, lui ai-je répondu. C'est une question de décision. Le jour où vous décidez que vous méritez mieux est le jour où tout commence à changer. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, et j'ai su que mes mots avaient trouvé leur cible. C'était peut-être là ma véritable mission maintenant. Non pas de vivre pour moi-même seulement, mais de montrer aux autres qu'ils pouvaient aussi se choisir eux-mêmes. L'hiver suivant a apporté son lot de défis. Une grippe particulièrement virulente m'a clouée au lit pendant 2 semaines, me rappelant que mon corps n'était plus aussi résilient qu'autrefois. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Mathieu est venu chaque jour, m'apportant de la soupe et des médicaments, restant assis à mon chevet pendant que je dormais. Rebecca a pris en charge mes courses et mon ménage. Lila et Théo m'envoyaient des messages et des dessins pour me remonter le moral. Même Denise passait régulièrement, s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Allongée dans mon lit, écoutant le va-et-vient de ceux qui prenaient soin de moi, j'ai réalisé à quel point ma vie avait changé. 1 an plus tôt, j'aurais été malade seule, dans ma grande maison vide, attendant peut-être un appel de Mathieu qui ne serait jamais venu. Maintenant, j'étais entourée d'amour et de sollicitude. Les limites que j'avais établies n'avaient pas détruit ma famille. Elles l'avaient reconstruite sur des fondations plus solides. Quand je me suis rétablie, j'ai organisé un dîner de remerciements dans mon petit appartement. Nous nous sommes entassés autour de ma table minuscule, mangeant le plat que Mathieu avait préparé en suivant la recette d'Henri, un bœuf bourguignon qui mijotait pendant des heures et remplissait tout l'appartement de son arôme réconfortant. Pendant que nous mangions, Théo a levé son verre de jus d'orange. « Je veux faire un toast », a-t-il annoncé avec la solennité d'un enfant de 11 ans. « À Mamie, qui est la personne la plus courageuse que je connaisse, et qui fait les meilleurs biscuits du monde. » Tout le monde a ri et trinqué, et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Des larmes de joie cette fois, pas de douleur. Le printemps de mes 74 ans a été marqué par un événement inattendu. Sophie, la petite fille de Marguerite, m'a invitée à participer à une cérémonie d'hommage organisée dans notre village natal. Plusieurs anciens du village seraient honorés pour leur contribution à la communauté et mon nom figurait sur la liste. J'ai d'abord voulu refuser. Je n'avais rien fait de spécial pour ce village que j'avais quitté si jeune. Mais Sophie a insisté. « Grand-mère parlait toujours de vous comme d'une personne exceptionnelle », a-t-elle dit. Elle disait que vous aviez une force intérieure qui inspirait tous ceux qui vous connaissaient. Ce n'est pas pour ce que vous avez fait pour le village, c'est pour ce que vous représentez. J'ai accepté, et le jour de la cérémonie, j'ai été submergée par l'émotion. Des gens que je n'avais pas vus depuis des décennies se souvenaient de moi, de ma famille, de mon enfance. Des histoires que j'avais oubliées me revenaient à travers leurs récits. J'ai réalisé que j'avais des racines profondes, des connexions qui transcendaient le temps et la distance. Quand mon tour est venu de recevoir ma distinction, une simple plaque avec mon nom et quelques mots de reconnaissance, j'ai pris le micro avec des mains tremblantes. « Je veux remercier Marguerite », ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Mon amie d'enfance qui n'est plus parmi nous, mais qui m'a rappelé, à travers sa petite fille,
que j'ai toujours eu de la valeur. Et je veux remercier toutes les femmes ici présentes qui ont eu le courage de vivre leur vie selon leurs propres termes. Vous êtes mes héroïnes. Les applaudissements ont été chaleureux, sincères, et j'ai su que j'avais trouvé encore une autre pièce du puzzle de ma nouvelle identité. Mathieu était venu à la cérémonie avec toute la famille. Après, alors que nous marchions dans les rues de mon village natal, il m'a prise par le bras. « Je ne savais pas tant de choses sur toi, maman, » a-t-il dit. « Sur ton enfance, tes amis, ta vie avant moi ?» J'aurais dû demander plus. J'aurais dû écouter davantage. « Tu le fais maintenant ?» ai-je répondu. « C'est ce qui compte. » Nous nous sommes arrêtés devant la maison où j'avais grandi, une petite ferme aux volets bleus qui avait été rénovée mais gardait son charme d'antan. J'ai montré à mes petits-enfants la fenêtre de ma chambre d'enfant, le pommier sous lequel je jouais avec Marguerite, le muret de pierre où nous nous asseyions pour regarder les étoiles. Pour la première fois, ils voyaient leur grand-mère non pas comme une vieille dame qui apportait des gâteaux, mais comme une personne avec une histoire riche et complexe, une vie qui avait commencé bien avant leur existence. L'été est arrivé, chaud et doré, et avec lui une nouvelle occasion de célébration. Lila a obtenu son baccalauréat avec mention, et nous avons organisé une grande fête dans le jardin de Mathieu et Rebecca. Cette fois, j'étais assise à la place d'honneur, entourée de ma famille et de mes amis. Denise était là, ainsi que Jacqueline, Marcel et Louise de la résidence. Le contraste avec ce barbecue d'il y a 2 ans était saisissant. Les mêmes personnes, le même lieu, mais une dynamique complètement différente. Rebecca m'a apporté mon assiette elle-même, me demandant si j'avais besoin de quelque chose. Mathieu a porté un toast qui m'a incluse, qui m'a célébrée. Les enfants sont venus m'embrasser spontanément, sans être poussés par leurs parents. Je n'étais plus invisible. J'étais vue, entendue, valorisée. Pendant que la fête battait son plein, Lila est venue s'asseoir à côté de moi. « Mamie, je voulais te dire quelque chose. » a-t-elle commencé timidement. « Tu te souviens de ces clés que je t'ai données ?»« Bien sûr, » ai-je dit. « Je les garde précieusement. » Elle a souri. Je ne t'ai jamais expliqué pourquoi il y en avait 2. La première, c'était la clé de notre maison, pour que tu puisses toujours nous atteindre. Mais la deuxième, je l'ai regardée, curieuse. C'est une clé symbolique, a-t-elle dit. Je l'ai fait faire moi-même. Elle ne correspond à aucune serrure. Elle représente quelque chose de plus important. Le droit de te choisir toi-même. Chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu te demandes si tu as pris les bonnes décisions, regarde cette clé et souviens-toi que tu as déverrouillé ta propre liberté. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. J'ai pris ma petite fille dans mes bras, les larmes coulant librement sur mes joues. Ces mots, venant d'une adolescente de 17 ans, étaient le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir. « Tu as compris » ai-je murmuré. « Tu as vraiment compris. Parce que tu m'as montré, » a-t-elle répondu. « Tu m'as montré qu'on peut toujours recommencer, qu'on peut toujours se battre pour ce qu'on mérite. Je ne l'oublierai jamais, mamie. Jamais. » Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai sorti les 2 petites clés de ma table de nuit et je les ai tenues dans ma paume. 2 morceaux de métal qui représentaient tant de choses. L'accès retrouvé à ma famille, la liberté conquise de haute lutte. Je les ai embrassés doucement avant de les ranger, sachant que leur véritable valeur n'était pas dans le métal, mais dans ce qu'elles symbolisaient. L'automne de mes 74 ans a apporté une dernière surprise. Mathieu est venu me voir un après-midi, l'air plus nerveux que je ne l'avais vu depuis longtemps. « Maman, j'ai quelque chose à te demander, » a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Rebecca et moi, on y a beaucoup réfléchi. Avec les enfants qui grandissent et la maison qui devient trop grande pour nous, on envisage de déménager, de trouver quelque chose de plus petit, de plus adapté à notre nouvelle vie. J'ai hoché la tête, ne sachant pas encore où il voulait en venir. « On a trouvé un appartement parfait, » a-t-il continué. « Dans un immeuble avec un beau jardin, une bonne communauté de voisins, des commerces à proximité. » C'est exactement ce qu'on cherchait. Il a fait une pause et j'ai vu ses yeux briller. « C'est dans le même complexe que ta résidence, maman. » Juste dans le bâtiment d'à côté. J'ai mis un moment à comprendre ce qu'il disait. « Vous voulez déménager ici, à côté de chez moi ?»« Si tu es d'accord, » a-t-il dit rapidement. « On ne veut pas envahir ton espace. Tu as travaillé dur pour construire ta nouvelle vie ici, et on respecte ça. Mais l'idée de pouvoir te voir plus souvent,
de laisser les enfants passer te voir après l'école, de vieillir près de toi plutôt que de l'autre côté de la ville. Il s'est interrompu, cherchant les bons mots. On veut faire partie de ta vie, maman. Vraiment partie. Pas juste des visites obligatoires et des appels de politesse. On veut être une famille. Une vraie famille. J'ai senti les larmes me monter aux yeux pour la énième fois cette année. Mais contrairement aux larmes du passé, celles-ci n'avaient rien à voir avec la douleur ou la déception. C'étaient des larmes de guérison, de réconciliation, de cercles enfin bouclés. J'adorerais ça, ai-je dit. J'adorerais vous avoir près de moi. Son soulagement était palpable. Il m'a serré dans ses bras. Et nous sommes restés ainsi pendant un long moment. Deux personnes qui avaient traversé tant d'épreuves pour arriver à ce point de paix. Ils ont emménagé au début de l'hiver, juste à temps pour les fêtes. Le premier Noël dans notre nouvelle configuration a été mémorable, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était vrai. Nous avons cuisiné ensemble dans mon petit appartement. Nous avons ri des plats ratés et célébré les réussites. Nous avons échangé des cadeaux simples mais significatifs. Théo m'a offert un dessin qu'il avait passé des semaines à perfectionner. Un portrait de moi entouré de soucis, avec ces mots écrits en dessous. Ma mamie, la plus forte de toutes. Lila m'a donné un album photo qu'elle avait composé elle-même, documentant notre transformation familiale à travers ses photographies. Chaque image racontait une histoire de guérison, de reconnexion, de renaissance. Mathieu et Rebecca m'ont offert quelque chose d'inattendu. Une lettre. Une longue lettre qu'ils avaient écrite ensemble, reconnaissant leurs erreurs, exprimant leur gratitude pour ma patience, promettant de faire mieux chaque jour. Je l'ai lue à voix haute devant tout le monde, les larmes coulant sur mes joues. Et quand j'ai terminé, nous nous sommes tous embrassés. Une famille imparfaite mais unie, brisée mais recollée avec de l'or, comme ces céramiques japonaises qui célèbrent les fissures plutôt que de les cacher. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur mon balcon malgré le froid, enveloppée dans le plaid qu'Henri m'avait donné il y a si longtemps. La neige tombait doucement, recouvrant le monde d'un manteau blanc et pur. J'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis ce barbecue fatidique où j'avais entendu les mots qui avaient tout changé. Pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie? J'avais ma réponse maintenant. Une réponse qui s'était construite jour après jour, choix après choix, bataille après bataille. J'étais encore en vie pour apprendre que ma valeur ne dépendait pas de l'opinion des autres. J'étais encore en vie pour montrer à mes petits-enfants ce que signifiait se battre pour soi-même. J'étais encore en vie pour prouver qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'étais encore en vie pour aimer et être aimé, véritablement cette fois, sans condition ni compromis. J'étais encore en vie pour fleurir, comme ces soucis têtus sur mon balcon qui refusaient de se faner, même quand le monde leur disait que leur saison était finie. Merci d'avoir suivi mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà dû reprendre votre pouvoir à des membres de votre famille qui vous tenaient pour acquis? Commentez ci-dessous. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour vous choisir vous-même. Jamais trop tard pour fleurir. Les années qui ont suivi ont été les plus belles de ma vie. Non pas parce qu'elles étaient exemptes de difficultés, mais parce que j'avais enfin appris à naviguer les tempêtes avec grâce et détermination. J'ai continué mon bénévolat au foyer, devenant une figure connue et respectée de cette communauté de femmes en reconstruction. J'ai vu des dizaines de femmes traverser ces portes, brisées et perdues, pour en ressortir transformées et pleines d'espoir. Chaque histoire de renaissance me rappelait la mienne, me confirmait que le courage n'a pas d'âge et que la dignité peut toujours être réclamée. Lila est entrée à l'université pour étudier la photographie, réalisant enfin le rêve qu'elle n'avait jamais osé avouer à ses parents. Elle m'envoyait régulièrement ses travaux, des images qui capturaient la beauté dans l'ordinaire, la lumière dans l'obscurité. Un jour, elle m'a envoyé une photo qu'elle avait prise de moi sur mon balcon, entourée de mes soucis, le soleil couchant illuminant mon visage. Elle l'avait intitulée Renaissance et l'avait présentée pour un concours national. Elle a gagné le premier prix. Théo a grandi pour devenir un jeune homme sensible et attentionné, portant en lui les leçons de ses années difficiles. Il venait encore me voir le samedi matin. Non plus pour des ateliers biscuits, car il était maintenant adolescent,
mais pour des conversations profondes sur la vie, l'amour et le sens de tout cela. Il me disait souvent que j'étais sa plus grande source d'inspiration, celle qui lui avait appris qu'on pouvait toujours se relever, peu importe combien de fois on tombe. Mathieu et Rebecca ont trouvé un nouvel équilibre dans leur mariage, plus authentique et plus solide qu'avant. La crise que nous avions traversée ensemble les avait forcés à se regarder en face, à affronter leurs démons, à reconstruire leur relation sur des bases plus saines. Ils n'étaient plus parfaits, car personne ne l'est vraiment, mais ils étaient vrais. Et c'était suffisant. Denise est restée ma compagne de tous les jours jusqu'à sa mort paisible, 3 ans après mon installation à la résidence. Je l'ai tenue dans mes bras pendant ces dernières heures, lui murmurant des remerciements pour son amitié indéfectible, pour son soutien sans jugement, pour tous ces matins de café et de confidence. Sa perte m'a rappelé que la vie est précieuse et éphémère, qu'il faut chérir chaque moment et chaque personne qui croise notre chemin. Quant à moi, j'ai continué à fleurir, année après année, comme ces soucis têtus sur mon balcon. J'ai découvert de nouvelles passions, noué de nouvelles amitiés, vécu de nouvelles aventures. À 80 ans, j'ai appris à peindre à l'huile. À 82 ans, j'ai écrit mes mémoires pour mes petits-enfants. À 85 ans, j'ai dansé à leurs mariages respectifs, le cœur plein de joie et de gratitude. Chaque jour était un cadeau, et je m'efforçais de le déballer avec émerveillement. L'histoire que vous venez de lire n'est pas une fin. C'est un commencement perpétuel, une invitation à vous regarder dans le miroir et à vous demander si vous vivez vraiment la vie que vous méritez. Si la réponse est non, alors sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais trop tard pour vous dresser et dire assez. Jamais trop tard pour fleurir, car nous sommes tous des soucis dans le jardin de l'existence, capables de beauté et de résilience, méritant la lumière et l'amour. Et quand quelqu'un vous demandera pourquoi vous êtes encore là, vous pourrez répondre avec fierté « parce que je me suis finalement choisi moi-même ». C'est la plus belle raison de vivre. Alors que vous terminez cette histoire, je vous laisse avec une dernière pensée. La vie nous offre des moments de clarté, des instants où nous comprenons soudain ce qui compte vraiment. Pour moi, ce moment est venu derrière une clôture en bois, tenant un plat de clafoutis tiède, entendant des mots qui auraient pu me détruire, mais qui m'ont finalement libéré. Ces mots cruels sont devenus le catalyseur de ma transformation, la flamme qui a allumé le feu de ma renaissance. Chacun de nous porte en lui la capacité de renaître, de se réinventer, de fleurir même dans les conditions les plus difficiles. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 72 ans comme moi. Vous pouvez commencer maintenant, aujourd'hui même, en faisant le premier pas vers la vie que vous méritez vraiment. Merci d'avoir marché à mes côtés dans ce voyage. Que votre propre chemin soit rempli de courage, de beauté et de soucis en fleurs.